Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à la FRB pour avoir mis en place cette série de réflexions. Je vous avoue avoir été un peu surpris par le sujet, ne sachant pas trop par quel bord l'aborder. Puis finalement, il y avait 3 questions assez simples qui se posent. Science de la durabilité, recommandations, pourquoi, quoi et par qui. Et je me suis rendu compte que les 2 intervenants, que je vous présenterai au fur et à mesure, ne vont répondre qu'à 2 des 3 questions. Le pourquoi, c'est M. Badré. Le quoi, c'est Olivier Amand. Et donc, juste 2-3 mots sur, finalement, le par qui. Lorsqu'on va parler de recommandations, surtout des recommandations scientifiques, la recommandation, elle est formulée, comme son nom l'indique, par un scientifique. Et la question qui se pose, et je réagis ici comme juriste, c'est quoi, finalement, l'incitativité d'une recommandation? Qu'est-ce qui va faire qu'on va la suivre? Qu'est-ce qui va faire qu'on va la suivre? Et en fait, l'incitativité, elle tient très souvent à la force morale du contenu, ou alors, elle va tenir à la réputation de celui qui la formule, à sa crédibilité. J'ai foi en des recommandations parce qu'elles sont formulées par telle et telle personne. Et finalement, les recommandations ont de la valeur, non pas par elles-mêmes, mais du fait de celui qui les formule. Alors, dans ce cadre-là, ça nécessite de s'interroger sur la valeur de la parole scientifique, notamment dans un contexte de controverse, et on le voit bien tout autour des questions de la durabilité, controverse de sciences naissantes, d'enjeux politiques où finalement le politique va avoir des choix éclairés par rapport à des recommandations, mais à condition que les recommandations soient éclairantes. Ce qui rejoint finalement un élément qu'avait dit Michel Eddy tout à l'heure, c'est quelle relation finalement entre la science et la décision. Et ce qu'il faut bien avoir conscience ici, c'est que si les recommandations en tant que telles n'ont pas de valeur juridique, elles peuvent avoir des effets juridiques. Et notamment si le scientifique se trompe dans ses recommandations, parce que c'est souvent dans ce cadre-là qu'on va mettre en jeu sa responsabilité, non pas scientifique, parce que là, ça va dépendre de ses pairs, mais sa responsabilité juridique, si vous vous souvenez notamment du cataclysme de l'Aquila, où 7 experts ont été condamnés pénalement pour ne pas avoir formulé les bonnes recommandations qui auraient permis aux personnes de ne pas rester dans leur maison au moment du séisme, parce qu'ils n'avaient pas formulé la bonne recommandation. Quand je dis la bonne, c'est celle qui aurait été supposément efficace si on l'avait suivie. Et qui aurait été supposément efficace si les politiques ou les autorités publiques avaient eu suffisamment la bonne information par la bonne recommandation pour pouvoir ainsi prendre la bonne décision ordonnant aux personnes de sortir de leur maison. Ce qui fait que, alors, on n'est pas dans ces éléments de dynamisme ou de sismicité permanente lorsqu'on va s'intéresser à ces questions de durabilité, mais ça veut dire que le scientifique, lorsqu'il va émettre une recommandation, va quand même s'engager sur un certain contenu, sur une crédibilité scientifique, sur une véracité, je ne sais pas si on peut employer le mot vrai en science, sur une véracité scientifique qui va faire qu'il va pouvoir convaincre le politique de le suivre ou pas. Et c'est là que l'on va avoir le relais, puisque c'est le politique qui va transformer la recommandation en quelque chose d'autre. Un texte, par exemple, qui va ordonner. Ou le laisser sous forme de simples recommandations, puisqu'en droit, on a des recommandations qui n'ont, pour le coup, aucune valeur juridique, comme les recommandations en matière d'Union européenne, par exemple. Autrement dit, la recommandation va engager le scientifiquement à l'égard de ses pairs, et va également l'engager juridiquement à l'égard de la société. Donc, de ce fait, voilà, le par qui est là. Alors, le pourquoi. Le pourquoi ou le quoi, et on va commencer par le quoi, sur la question que va aborder Olivier Amand sur le vivant, 3e voie pour répondre aux enjeux sociologiques. Olivier est directeur de l'Institut Michel Serres. Et d'ailleurs, nous, comme il faisait remarquer tout à l'heure, nous sommes 3 dans la pièce à faire partie de cet institut. Michel Serres avec Denis Couvet, moi-même et Olivier, et puis également membre actif, même si on essaie d'être présent à nos premières réunions de tous les premiers jeudis du mois, de la Fabrique des questions simples à l'École nationale supérieure à Lyon. Mais malgré une certaine proximité intellectuelle qu'on a et une forte fréquentation, je n'ai pas encore eu le temps de lire son dernier ouvrage auquel il emprunte son intervention de titre, c'est « La 3e voie du vivant » chez Odile Jacob en 2022. Mais je pense qu'il va nous en dire plus dans la limite de 20 minutes.
Merci Philippe. En effet, donc je vais démarrer, si je peux avoir mes diapos. Donc oui, peut-être que je dise aussi que je suis biologiste, chercheur à l'INRAE, comme ça il y a toutes les tutelles qui sont dedans. Et donc les diapos, normalement il doit y avoir des petites pattes d'éléphant. Voilà. Donc j'aime bien cette diapo parce que ça dit un petit peu l'idée de l'imaginaire aussi. C'est une artiste qui utilise ça. Et ça dit aussi un petit peu que les humains, on a bien aménagé notre environnement pour le meilleur et pour le pire. Alors du coup, je vais commencer avec cette diapo-là, avec cette phrase de Baudrillard dans Simulacre et Simulation. La science-fiction n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'en général, quand on imagine un futur ou quelque chose comme ça, en fait, c'est qu'on y est déjà, en fait. Et si vous regardez bien la science-fiction, si c'est quelque chose que vous regardez, que vous lisez, c'est souvent des mondes optimisés. C'est souvent l'optimisation, voire la suroptimisation qui caractérise les mondes de la science-fiction. Alors du coup, est-ce qu'on est déjà dans ce monde suroptimisé ? La réponse, évidemment, c'est oui. Nous sommes dans un monde totalement optimisé. Si vous regardez ce qui vous entoure, que ce soit une ville, un paysage, du digital, dans le monde matériel comme dans le monde immatériel, tout est optimisé pour nos besoins. Donc, si vous voulez, la valeur cardinale de l'humanité, en tout cas de nos sociétés humaines, alors plutôt occidentales, voilà, je ne rentre pas dans les peuples premiers, voilà, je peux le dire comme ça, mais globalement, ce qui domine sur Terre pour les sociétés humaines, c'est l'optimisation. Donc, quand je dis optimisation, c'est les gains de performance, et en définissant la performance comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. C'est ça, quand on optimise, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Du coup, ok, alors donc on est dans ce monde optimisé. Donc est-ce que finalement, pourquoi pas ? Est-ce que c'est pas peut-être que c'est une bonne idée finalement de tout optimiser ? Alors évidemment, vous me voyez venir. Non, c'est pas forcément une très bonne idée. L'optimisation, on est dans l'ère de l'optimisation contre-productive. Alors pour des raisons diverses et variées. Donc là, je rentre même pas dans l'écologie, juste pour elle-même l'optimisation. Donc alors, là, je vous donne 3 points. Il y en a d'autres, mais 3 points. L'optimisation, par définition, quand on optimise, ça veut dire qu'on a réduit un grand problème à un petit problème qu'on peut résoudre. Donc c'est une approche réductionniste. Et vous savez très bien que quand on réduit un petit problème, en général, on crée d'autres problèmes ailleurs. Optimiser fragilise. C'est ce que je dis souvent, quand vous voyez le mot optimiser, cherchez ce que vous fragilisez. C'est toujours le cas. Donc là, voilà, le canal de Suez, par exemple, c'est un exemple typique d'optimisation du transport maritime mondial. Le porte-conteneurs, c'est une autre optimisation. Vous les mettez ensemble et vous avez un blocage du transport maritime international. Donc ça, c'est un cas. Alors, deuxième cas, c'est les effets rebonds. Denis parlait en fait, indirectement du fait que si on veut capturer du CO2 dans les sols, peut-être que là, il va y avoir des effets rebonds sur la production de CO2 par l'industrie fossile, etc. Alors du coup, les effets rebonds, là, je prends l'exemple, par exemple, des frigos. Les frigos, ils n'étaient pas très efficients énergétiquement dans les années 60. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, on a multiplié les frigos, on les a fait plus gros, on les a déclinés. Pensez à la cave à vin, on a fait des frigos connectés. Aujourd'hui, les frigos la population de frigos consomme beaucoup plus d'énergie qu'avant, parce qu'on a multiplié le nombre de frigos. Donc ça, c'est un effet rebond direct, il y a des effets rebonds indirects. Donc en gros, ce que je veux dire là, c'est que l'efficience énergétique, en général, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que c'est dans un cadre réductionniste. Et la troisième chose, c'est la loi de Goodhart. Donc ça, c'est plutôt pour la performance, c'est-à-dire que quand vous avez des indicateurs de performance, à partir du moment où vous avez un indicateur de performance, vous allez tout faire pour atteindre le maximum de performance, quel que soit le coût. Donc c'est par exemple ici, là, vous voyez les JO futur, les JO 2024. Donc ça, c'est un artiste qui a repris le drapeau des JO. Quand vous voulez être sur le podium, il va y avoir de la triche, il va y avoir du dopage, il va y avoir du blanchiment d'argent, etc. En fait, ça n'a plus rien à voir avec le sport, ça n'a qu'à voir avec la compétition. C'est pareil pour les facteurs H des chercheurs, les facteurs d'impact des journaux, le classement de Shanghai. C'est absolument prévalent. La loi de Goodhart, c'est chaque fois qu'il y a un indicateur de performance, on fait à peu près n'importe quoi pour atteindre cette performance. Donc ça, c'est juste pour dire que l'optimisation, ça ne marche pas. Voilà, c'est juste pour le dire très clairement. Et alors évidemment, l'impact principal, c'est que notre optimisation, notre performance, il y a quelqu'un qui paye l'addition, ou il y a quelque chose, voilà. En fait, ce sont les écosystèmes, là je ne vous apprends rien, donc il y a les 4 sujets, là je n'ai pas besoin d'assister, pénurie de ressources, biodiversité, pollution globale et changement climatique. Donc ces 4 sujets évidemment hyper importants qui sont le produit de notre performance. C'est ça, il faut quand même bien le voir. Et en fait, si je voulais le résumer en un mot, et c'est même pas moi qui le résume, il suffit de lire les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'ICN, c'est le mot fluctuant. Ce que l'on crée, c'est un monde turbulent.
il y aura plus de sécheresse, plus d'inondations, on va perdre des services écosystémiques, on est en train de perdre des services écosystémiques. Donc tout ça, c'est un monde où on est en train de perdre des tampons, et donc on va être de plus en plus turbulent. S'il y a un seul mot à retenir des rapports scientifiques, c'est le monde fluctuant qui vient. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Une fois qu'on a à peu près vu l'état des lieux, quelles sont les solutions ? Eh bien, les solutions, c'est encore plus d'optimisation. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ça. On va faire des éoliennes encore plus grandes pour que ça produise encore plus d'électricité. On va faire du tout électrique sans considérer aucunement le fait qu'on arrive à la fin des ressources de cobalt, de cuivre. Est-ce qu'il faut continuer à faire des mines aujourd'hui ? Des ampoules basse consommation, par exemple, voilà, on consomme moins d'électricité, mais on met du mercure dans tous les foyers. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Vous pouvez penser aussi, Denis en parlait aussi, l'agriculture de précision, c'est une agriculture qui est au service de la monoculture. La monoculture, ce n'est pas une méthode, c'est une idéologie. C'est le choix de l'aliénation. Enfin, faut le dire assez clairement. Donc c'est quelque chose qui est extraterrestre. Il n'y a rien qui ressemble à une monoculture dans les écosystèmes naturels. Donc du coup, quand on est là, on se dit, ouais, alors là quand même, on se plante là quand même. Si on considère que l'optimisation, ça ne marche pas, et qu'en plus, c'est en train de tuer notre habitat, peut-être que c'est peut-être l'optimisation qu'il faut questionner. Alors du coup, est-ce que par hasard, on n'aurait pas la solution devant notre nez ? Enfin, une solution, en tout cas une clé, devant notre nez. Est-ce que le vivant ne questionne pas justement l'optimisation ? Alors, c'est ce que je vais vous raconter, évidemment que oui, le vivant n'optimise pas. Alors, comment ça marche ? Alors, du coup, je fais rapide, parce que en 20 minutes, mais c'est en version un petit peu condensée. Si vous voulez, donc ça va être un petit peu caricatural, je préviens, c'est déjà très caricatural. Alors, là, je prends un petit diagramme pour résumer un petit peu comment fonctionnent les humains, les sociétés humaines sur Terre, notamment sociétés occidentales. Donc, en général, nous, quand on a un problème, on tape dans une ressource et on obtient une solution. Donc typiquement, si je veux aller vite quelque part, je vais brûler du kérosène, prendre l'avion et j'aurai ma solution. Si je veux télécharger un film, je vais brûler des métaux rares, mettre de la 5G et j'aurai ma solution. Donc en fait, c'est un monde où on fait beaucoup d'extraction, très peu d'interaction. Et donc ça, il faut bien comprendre que sur Terre, ce mode de vie dominant, il n'y a que 2 types d'organismes sur Terre qui vivent comme ça. Ce sont les humains et les parasites. C'est tout. Tous les autres, ils fonctionnent comme ça. Alors les autres, et donc ça va, vous apprenez rien là, les autres en fait quand ils ont un problème, alors évidemment c'est pas formalisé comme ça, mais quand il y a un problème, ils laissent macérer le problème un peu longtemps pour agréger des partenaires. Les P là c'est des partenaires, et c'est grâce à l'hétérogénéité des partenaires que vous allez trouver un chemin qui va du problème à la solution. Donc la biodiversité, c'est le chemin pour aller du problème à la solution. Dans tous les écosystèmes. C'est la symbiose, pour le dire de façon assez large, quoi. Donc quand je rencontre des chefs d'entreprise, je leur dis, parce qu'il faut changer un petit peu le langage, je leur dis, c'est créer de la valeur à stock de ressources constant. C'est ça le secret. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les terriens sur Terre. C'est ça quand même qu'il faut aussi avoir en tête. Donc ça, c'est la première chose. Et donc du coup, ça veut dire qu'évidemment, le vivant nous donne 2 grandes valeurs, la valeur de circularité et la valeur de coopération. Et ça, j'ai envie de dire, c'est des valeurs en fait, qui sont déjà un petit peu transversales, qui sont un peu déjà dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique. Enfin, c'est en train de venir, ça. C'est pas l'économie régénérative, etc. Enfin, l'économie circulaire, etc. Donc c'est des mots qui sont déjà là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, là, on n'est qu'à mi-chemin. Même si on faisait de la circularité, même si on faisait de la coopération, on aurait raté la 3e marche, qui est, à mon avis, la plus importante. Et la 3e marche, c'est justement cette histoire d'optimisation. C'est qu'en fait, si on regarde bien, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution chez les êtres vivants, ce n'est pas la performance, ce n'est pas l'efficacité, ce n'est pas l'efficience, c'est la robustesse. Et donc je vais matraquer ce mot-là pendant le reste de mon talk, c'est la robustesse. La robustesse, c'est quoi ? C'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ça, c'est à court terme. Et à long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. C'est la robustesse. Et cette robustesse, comment font les êtres vivants pour être robustes ? Ils construisent leur robustesse en allant contre la performance, en allant contre l'efficacité et contre l'efficience. Donc ça, moi, je vous le dis, alors ici, il y a beaucoup de biologistes, donc c'est assez facile de faire des résonances, mais c'est quelque chose qui est maintenant très bien démontré. On le savait dans les écosystèmes avant. La nouveauté, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a pu le démontrer à l'échelle moléculaire, dans les réseaux de neurones, dans les réseaux du métabolisme, dans les réseaux génétiques. Alors c'est quoi ces grandes valeurs du vivant, le cœur nucléaire du vivant ? Si on devait avoir quelque chose qui nous inspire du vivant, c'est peut-être ça, c'est peut-être le cœur nucléaire. Donc c'est quoi le programme politique du vivant ? Inefficacité.
Il n'y a pas d'objectif, hein, l'évolution de Darwin est aveugle. Hétérogénéité, évidemment, donc la biodiversité, voilà, il y a plein d'exemples d'hétérogénéité, mais c'en est un, la biodiversité, très hétérogène, très incertain. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique, qui n'étudie que les processus aléatoires en biologie. C'est très lent, il y a beaucoup de lenteur, il y a des délais. Tous les processus qui sont oscillants dans le monde vivant, c'est tout basé sur des délais, donc il y a beaucoup de lenteur. C'est extrêmement redondant, c'est des millions de redondances, là aussi je ne vous apprends rien. C'est extrêmement incohérent. Il y a tout dans les réseaux de neurones, les réseaux des écosystèmes, les réseaux moléculaires. Il y a ce qu'on appelle les incoherent feed-forward loops, donc des boucles incohérentes où un facteur va activer et inhiber la même chose. C'est ce que je dis souvent, si vous voulez avoir une image mentale d'un être vivant, c'est un automobiliste qui appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. C'est ça, un être vivant. Il est fondamentalement incohérent. Mais cette incohérence induit cette contradiction interne, c'est ça qui nourrit la stabilité et qui permet en fait de tamponner les fluctuations extérieures. Et tout ça, c'est inachevé, parce que quand c'est achevé, c'est mort. Hein. Donc tant que c'est vivant, c'est inachevé. Donc vous voyez, c'est à peu près que des contre-performances, mais le vivant met ça en musique, et qu'est-ce que ça génère ? Du jeu dans les rouages, comme dirait Michel Serres, et ça c'est de la robustesse. C'est de la robustesse parce qu'on est capable de faire face à des fluctuations. Alors il y a énormément d'exemples. Alors, j'en utilise souvent deux, donc je peux juste les citer rapidement pour que ça résonne avec ce public-là. Mais la température corporelle. La température corporelle, c'est un exemple typique de système sous-optimal. C'est-à-dire que si on prend les enzymes et les protéines de votre corps, de mon corps, on va trouver souvent, la plupart de nos enzymes, leur optimum d'activité, il est à 40 degrés. À 37 degrés, on est à 3 degrés en dessous, mais ça veut dire qu'il y a certaines enzymes qui sont 1 million de fois moins actives à 37 degrés qu'à 40 degrés. Donc en fait, on n'est pas du tout à l'optimum. Si vous voulez, à 37 degrés, on a un corps qui fonctionne de façon satisfaisante. Pas de façon performante. On a 10 sur 20, quoi. Voilà, c'est mention passable. C'est ce que disait Darwin, d'ailleurs. Darwin, ce n'est pas la sélection des plus adaptés, c'est la sélection des êtres qui ont des caractères satisfaisants. La mention passable, ça vous fait passer les millions d'années. C'est pas les meilleurs. Voilà. Bon, donc là, à 37 degrés, donc on n'est pas au top. Par contre, à 40 degrés, alors là, on est au top. Là, en tout cas, le métabolisme, là, il est vraiment au top. C'est le maximum de performance. Et donc, vous savez bien, donc ça, c'est la fièvre. Et donc, le système immunitaire, c'est là qu'il est au top. Et donc, il va être capable d'être très performant pour répondre à une invasion d'un pathogène. Mais c'est transitoire. Évidemment, 40 degrés, c'est 3 jours. Après, c'est mortel. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, les êtres vivants, ils sont plutôt robustes en permanence et ils s'autorisent la performance sur dérogation. Alors que nous, on fait exactement le contraire. Nous, on fait beaucoup de performances et quand il y a une crise, on se dit « Ah oui, faut peut-être qu'on ait des stocks de masques. » quoi. Donc, c'est vraiment l'inverse. Alors ça c'est pour le... Et j'ai un autre exemple, à mon avis, qui est beaucoup plus important. C'est aussi parce que c'est des plantes, mais bon. La photosynthèse. La photosynthèse, c'est un processus qui existe depuis 3,8 milliards d'années. C'est un des processus métaboliques les plus anciens sur Terre. Les premières traces isotopiques, c'est 3,8 milliards d'années. Alors, c'est ce qui nourrit la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre. Donc, on pourrait se dire, 3,8 milliards d'années, une importance comme ça cruciale, on pourrait se dire, il y a eu le temps d'optimiser. Et si on mesure le rendement de la photosynthèse aujourd'hui, là, en 2023, dans les champs, on va trouver 0,3 à 0,8% de rendement. Donc, dit autrement, les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc c'est minable comme rendement. C'est pas zéro, mais c'est moins de 1%. Donc c'est quand même pas énorme. Puis vous voyez, là, on a des panneaux solaires qui sont en 50 ans. Nous, les humains, on arrive déjà à 15%. Alors c'est pas tout à fait la même chose, je le reconnais, mais on a déjà optimisé en 50 ans. Donc comment ça se fait que les plantes, en tout cas la photosynthèse, ne se soient pas optimisées depuis autant de temps, quoi. Alors il y a eu plein d'études là-dessus. Donc je vais le dire rapidement. Vous voyez là, les plantes sont vertes, les panneaux solaires sont noirs. Donc les plantes n'ont pas la bonne couleur. Si on voulait absorber la lumière, il faudrait que les plantes soient noires. Je le dis brutalement, mais c'est un peu ça. Du coup, si elles sont vertes, ça veut dire que elles absorbent le bleu et le rouge, mais elles absorbent pas ce qu'il y a au milieu du spectre de l'arc-en-ciel, quoi. Ça, maintenant, on sait pourquoi. La question, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes, finalement ? Pourquoi elles sont vertes et elles ont un si faible rendement ? La réponse, et donc ça c'est démontré, c'est de la physique quantique. Donc là, je sors de mon domaine de compétences, mais elles absorbent en fait le bleu et le rouge. Les deux pics d'absorption sont éloignés pour gérer les fluctuations lumineuses et les fluctuations biologiques. Si vous voulez, la question, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes ? La réponse, c'est les fluctuations. Il n'est jamais question de performance.
Donc ça devrait quand même nous poser question. Hein. Alors du coup, évidemment, là j'ai pris que 2 exemples, il y en a des tas, il y a des milliers d'exemples comme ça, où en fait on construit toujours dans le vivant sur des contre-performances pour ajouter du jeu dans les rouages et faire de l'adaptabilité, pas de l'adaptation, de l'adaptabilité, c'est vraiment le contraire, adaptation, adaptabilité. Adaptation, c'est vous optimisez et vous réduisez, adaptabilité, vous élargissez, vous diversifiez, et là vous répondez à des choses que vous n'avez pas pensé. Donc les êtres vivants, ils font de l'adaptabilité et de la robustesse. Alors du coup, ça c'est la biologie. Du coup, quelle est la recommandation qu'on peut faire si on bascule dans le monde social ? Eh ben, c'est tout simple. Donc là, c'est ma page imaginaire sociotechnique. Donc c'est pas très graphique, je reconnais, mais c'est juste une courbe. Mais ça résume à peu près tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Ça, c'est l'image du progrès, ce fameux gros mot de progrès. Le progrès, pour l'instant, enfin en tout cas jusqu'à présent, pour les humains, ça a surtout été des incréments de performance. On a augmenté l'efficacité, on a augmenté l'efficience. Et plus on a augmenté la performance, et plus notre viabilité sur Terre est menacée. C'est l'état actuel des choses, quoi. Si on fait du développement durable, si on fait de l'efficience énergétique, un peu ras des pâquerettes, on va rester sur la performance, et donc ça ne va rien changer à la trajectoire. Ça sera peut-être un peu plus lent, mais ce sera la même trajectoire. Si on fait de la décroissance, de la sobriété, voilà, c'est beaucoup plus rafraîchissant, mais bon, faut être clair, il y a personne qui va... Enfin, si vous parlez à des citoyens, posez-leur la question, est-ce que tu veux décroître ? Il n'y a pas grand monde qui va vous dire, oui, alors moi je suis à fond pour, quoi. Et surtout au niveau mondial, voilà. Donc la décroissance ne va pas être... oui, merci. C'est pas la décroissance qui va être le levier. On va inévitablement décroître, ça c'est sûr, l'économie va se contracter, mais c'est pas quelque chose qui va mobiliser. Donc du coup, c'est quoi le progrès au XXIe siècle ? Une fois qu'on a compris qu'on est dans un monde fluctuant et que notre économie, nos choix de performance ont rendu le monde plus fluctuant, le progrès au XXIe siècle, c'est simple, il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ce sera des incréments de robustesse. Et je le dis au futur. Ce que devrait jamais dire, enfin, je ne devrais pas utiliser le futur. En tant que scientifique, je devrais utiliser le conditionnel. Je ne sais pas de quoi le futur est fait. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que le monde va devenir plus fluctuant. Ça, c'est une donnée essentielle du siècle, voire même des 2 siècles qui viennent. Dans un monde fluctuant, il ne faut pas faire de performance, il faut faire de la robustesse. Et on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. C'est thermodynamique. Et ça, c'est démontré dans tous les secteurs. C'est pas que chez les vivants. Théorie de l'information de Shannon, l'auto-organisation chez Henri Atlan. Enfin, c'est montré dans tous les secteurs, en sciences des systèmes, etc. Donc, de toute façon, on va basculer de la performance à la robustesse. Qu'on le veuille ou non, on n'aura pas le choix. Mais plus tôt on le fait, et à mon avis, mieux on se porte. 3 minutes. Donc, je vais juste donner quelques éclairages. Parce qu'en fait, on a déjà basculé. C'est juste qu'on ne s'en rend pas forcément compte. L'agroécologie, dont on parlait tout à l'heure. L'agroécologie, c'est de l'agriculture qui est moins performante en termes de rendement en grains, mais par contre qui est plus robuste. Les mélanges variétaux, par exemple, qui sont en train de se développer fortement en France et ailleurs, c'est une agriculture où on réduit un tout petit peu les rendements, mais par contre, le champ devient plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes, uniquement parce qu'on a augmenté la diversité génétique. Donc ça, c'est de la robustesse. Alors, c'est une inversion. C'est vrai que j'ai entendu le mot de transition. Michel dit parler de transition. On n'est plus dans la transition, on est dans l'inversion. C'est-à-dire que si on bascule de la performance à la robustesse, c'est pas une transition, c'est pas une redirection, c'est pas une bifurcation, c'est une inversion. C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'agriculture de la performance, c'était la révolution verte, pour le dire rapidement, c'était exploiter les écosystèmes pour augmenter la production. Dans le monde de la robustesse, c'est comment la production nourrit les écosystèmes. C'est-à-dire qu'un paysan, il va pas faire que du rendement en grains, il va aussi faire des insectes auxiliaires, régler l'hygrométrie de son sol, coopérer avec ses voisins, etc. C'est la richesse des interactions, si vous voulez. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Alors, je vais passer rapidement sur l'ingénierie. Alors là, je prends juste un exemple. On dit souvent il faut décarboner l'économie. Vous savez, ça, c'est un petit peu le mot-clé. Alors, en fait, non, il ne faut pas décarboner l'économie, il faut la décombustionner. Il faut arrêter de brûler du carbone. C'est ça qu'il faut faire. Donc, par contre, il faut la recarboner, l'économie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prélever des métaux rares partout qui polluent les habitats, etc., pour les remplacer par des molécules biosourcées, biodégradables. Donc, par exemple, la batterie lithium, c'est le passé, ça. Ça, c'est le monde de la performance. La batterie du futur, par exemple, il y a d'autres systèmes, mais la batterie du futur, c'est juste un exemple, c'est des batteries à base de lignine, moins performantes, plus grosse, biodégradable. Mais par contre, votre batterie, vous la mettez au fond de votre jardin et les champignons vont la digérer, il n'y a aucun problème. Donc c'est juste pour illustrer. On y est déjà dans ce monde-là, de la robustesse. Alors du coup, ça c'est une autre inversion. Dans le monde de la performance, on utilisait de la matière pour gagner du temps. Donc typiquement, on brûlait du pétrole pour aller plus vite.
Dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On utilise le temps pour préserver la matière. Donc ça, c'est la bioéconomie circulaire, c'est-à-dire qu'on va tout remplacer par des objets carbonés qui viennent du vivant. Ça va être aussi un frein à certaines de nos velléités de croissance. Il faut que j'avance. Sur les ingénieurs et un petit peu les matériaux et tout ça, en fait, aussi, ce que vous voyez, une minute, le tout réparable qui est en train de monter là, ça, c'est une réponse aussi au tout jetable. C'est-à-dire que si on passe au tout réparable, c'est aussi une stratégie de robustesse qui répond aux fluctuations de pénurie de ressources. On l'a vu pendant le Covid. Vous avez vu d'un seul coup les voitures étaient reconditionnées, etc. Donc on sait faire très rapidement. Donc ça, on sait faire. Bon, alors, je ne vais pas insister. Vous voyez, boîte air-paille, c'est l'autre BTP. C'est des matériaux moins performants, mais qui sont réparables, réutilisables. Dans le design, le Fairphone, etc., les ateliers de réparation, enfin il y en a plein. Je pourrais prendre l'exemple de Dartimax même, qui fait des contrats de réparation, etc. Il y en a vraiment énormément. Et donc du coup, c'est aussi une inversion, ça redéfinit ce que c'est qu'un ingénieur. Dans le monde de la performance, un ingénieur, c'était quelqu'un ou quelqu'une qui faisait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Ça, c'est évidemment très fragile, et c'est aussi technophobe, au passage. Mon discours n'est pas technophobe. Ça, le monde de la performance est technophobe, parce que la meilleure technique tue les techniques plus anciennes. C'est un effondrement de la technodiversité, le monde de la performance. Alors, dans le monde de la robustesse, on lutte contre l'effondrement de la technodiversité, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est des solutions robustes, techno-diversifiées, c'est-à-dire qu'on garde toutes les techniques, y compris les savoir-faire plus anciens, et le but ultime, c'est l'autonomie technique des citoyens. Ok, je vais accélérer. C'est pareil pour les collectifs, adaptables, l'école, qui bascule de la compétition à la coopération, l'école mutuelle, par exemple. C'est pareil pour les sciences citoyennes. Et je vais zapper sur mais ça, c'est quand même... C'est juste à dire un mot. À l'Institut Michel Serres, on propose ça, la santé commune, comme un levier opérationnel. Si vous avez un projet, passez plus de temps sur la question, c'est la première chose. N'apportez pas la meilleure réponse à la mauvaise question. Et donc, pour passer plus de temps sur la question, il faut ralentir son cerveau, parce que nous, on veut tout le temps aller très vite à la solution. Comment on fait pour ralentir son cerveau ? Il faut parler à des gens qui sont très, très loin du domaine. Et par exemple, il faut impliquer des artistes. Les artistes, ce sont des fabricants de questions. C'est leur métier. C'est leur métier. Quand vous allez voir des expos d'art, de l'art vivant, du slam, c'est des questions. C'est des questions qui ont été fabriquées, qui ont été mûries. Et donc, du coup, ça, c'est super important. Donc, faire un test de robustesse sur les questions. Ensuite, vous passez votre projet par un filtre. Votre projet, il doit alimenter la santé humaine, la santé sociale, la santé des milieux naturels. Et vous voyez que je n'ai pas du tout mis la question de la viabilité économique du projet. Là, à ce stade-là, on ne s'en occupe pas de l'économie. Le projet, il doit alimenter les trois sans exception. Dans la santé des milieux naturels, il doit alimenter la santé de l'eau, des sols et de la biomasse, c'est-à-dire des êtres vivants, morts ou vivants. Tout ça, ça doit être en bonne santé. Et là, à la fin, si vous avez un projet qui fait tout ça, vous faites subir une fluctuation à votre projet, donc soit une catastrophe naturelle, soit un coût d'énergie qui augmente. Si votre projet tient toujours la route, s'il a passé le test de robustesse, alors vous produisez un modèle économique. Le modèle économique doit être le produit de sortie. Ça ne doit pas être la contrainte d'entrée. C'est aussi une inversion. La robustesse, ça vous oblige à faire passer le modèle économique de contrainte d'entrée à produit de sortie. Et je vais m'arrêter là. Donc c'est tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est tout. Le basculement, c'est qu'on bascule de la performance à la robustesse dans un monde fluctuant. La robustesse, c'est la façon opérationnelle de faire de la durabilité. Je peux le dire comme ça aussi. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vais zapper là-dessus. Il y a le bouquin, mais je ne vais pas en dire plus. Voilà, je vais prendre des questions. Merci. Bien, merci Olivier. Tu n'auras pas de questions tout de suite, mais après... En fait, tu as résumé la philosophie que je viens de comprendre de notre petite structure, la fabrique des questions simples, en quelque sorte. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre de temps en temps. Vous verrez, c'est très sympa. On fait des performances aussi, notamment en faisant les parlements des objets, enfin des choses assez intéressantes où on questionne beaucoup. Les questions seront après, mais je vais t'en poser une maintenant, comme ça tu auras le temps de réfléchir pendant 20 minutes. À part cultiver les champignons, de ce que j'ai compris, quelles recommandations pour développer la robustesse de nos sociétés humaines ? Voilà, mais nous y passerons après. Et nous allons entendre maintenant M. Badré, qui est l'ancien président de l'autorité environnementale, président du comité d'éthique commun INRAE, Ifremer, CIRAD, IRD, et quelque chose qui s'inscrit dans le très très long terme, président du groupe de suivi des concertations sur le projet SIGEO, comme vous le savez, donc l'enfouissement des déchets radioactifs dans les couches géologiques.
profonde. Et vous avez un sujet qui m'attire avec une espèce de curiosité gourmande, puisque vous évoquez des recommandations pour quoi faire, bonheur universel ou respect des droits. Et ça me rappelle une collègue qui, sur le plan juridique, a fait une révolution, puisqu'elle a créé une revue qui s'appelle Revue juridique du bonheur, que je vous incite à lire. Et c'est comment le droit se saisit de ce... Je ne sais pas si on peut appeler ça un sentiment, un état, quelque chose. Mais vous allez peut-être nous en dire plus et autrement. Pour 20 minutes, merci. Merci. Je vous commenterai le titre « Bonheur universel ou respect des droits », ce sera dans la conclusion. Pour l'instant, je vous laisse dans le suspense sur ce titre paradoxal. Juste une remarque préalable sur la présentation. Ma présentation, il se trouve que depuis 15 ou 20 ans maintenant, je suis intervenu presque uniquement, pour reprendre les termes de Michel Eddy tout à l'heure, soit comme recommandant, soit comme recommandé sur des processus de recommandation. Et évidemment, dans ce cas-là, on se demande à la fin, j'en parlais avec Denis, on se demande à la fin quel est le pourcentage de recommandations qui ont été suivies des faits. Heureusement, on n'a pas la réponse, sans ça, ça pourrait rendre un peu triste, sans doute. Mais c'est surtout de ça que je vais vous parler, en essayant de voir avec des exemples très terre-à-terre, je m'en excuse d'avance, c'est pas très conceptuel ce que je vais vous dire, mais c'est des cas pratiques ou de choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, vous verrez, et puis des réflexions qu'on peut en tirer. Alors d'abord, de quoi est-ce que je précise un peu le cadre? Je ne vous parle pas de recommandations dans tous les domaines et dans tous les sujets. Ce dont je parle principalement, c'est ce qu'on appelle en jargon administratif des projets ou des plans-programmes ou des politiques, c'est-à-dire ce sur quoi des ministères comme le ministère de la Transition écologique ou d'autres sont amenés à prendre des décisions finalement. Et pour ça, ils essayent assez souvent où ils disent qu'ils vont s'appuyer sur des recommandations venant du monde scientifique et technique. Pas toujours, mais souvent. Ensuite, je pense qu'il faut faire une distinction, vous le verrez dans un ou deux exemples que je donnerai. Parfois, on est dans des recommandations sur l'opportunité de faire quelque chose, est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire. Et puis d'autres fois, on est dans des recommandations sur des modalités de projets ou de programmes dont l'opportunité est considérée comme décidée. Alors, est-ce qu'elle est vraiment considérée comme décidée ou non? Mais vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose de discuter de modalités ou de discuter de l'opportunité d'un programme ou d'un projet. On verra ça plus concrètement sur des exemples. Enfin, un point vraiment important, surtout quand on est plongé dans des schémas de discussion politique, Margaret Thatcher, avec son TINA, There is no alternative, elle a de multiples disciples extrêmement fréquents, et en particulier dans le domaine des projets ou des programmes, on est très souvent dans un schéma où on vous dit « mais oui, il n'y a pas d'alternative, et c'est pour ça qu'il faut le faire ». Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va discuter des modalités, mais surtout pas de l'opportunité. Et en fait, l'une des questions fondamentales, c'est de remonter, de toujours tirer le fil vers l'amont et de dire, mais si, le débat sur l'opportunité, il faut le poser. Alors, il faut savoir comment on le tranche. Est-ce qu'il y a un moment où on dit, bon, maintenant, on arrête d'en discuter, on passe à autre chose? Mais cette question est souvent posée. Alors, j'illustrerai plusieurs des choses que j'ai à vous dire, soit par l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, parce que je suis intervenu dans la mission de médiation qui a travaillé juste avant la fin de la décision d'arrêt de ce projet en 2018. Et il y a énormément d'enseignements à tirer de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, je vous donnerai aussi une ou deux références venues de l'expérience des déchets nucléaires, parce que là aussi, il y a quelques réflexions intéressantes, je pense, à en tirer. Alors, sur Notre-Dame-des-Landes, d'abord, sans vous refaire toute l'histoire, ce qui prendrait un certain temps, je voudrais juste dire, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, qu'en gros, de façon très simple, au moment de notre mission de médiation, en 2017, il s'agissait de comparer deux alternatives. Il y en avait, enfin, deux solutions alternatives. La première, c'était de faire le projet de Notre-Dame-des-Landes, un nouvel aéroport à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Nantes. Ça, c'était le projet dont tout le monde parlait depuis des décennies. Et la solution alternative,
c'était aménager l'aéroport actuel qui se trouve au sud-ouest de Nantes, un peu dans la position d'Orly par rapport à Paris, donc dans une zone très urbanisée. Et donc le débat, c'était la comparaison ou la concurrence, si je peux dire, entre ces deux options. Du point de vue de la biodiversité, il y avait une foultitude de questions posées par ce travail comparatif, mais pour se limiter au champ de la biodiversité, il y avait deux questions très sensibles qui étaient posées. Une qui portait principalement sur l'aménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique et où les partisans du projet de Notre-Dame-des-Landes disaient « mais nous qui sommes plus écolos que les écolos, on va vous expliquer qu'aménager Nantes-Atlantique, c'est nul parce que ça va mettre fin à la réserve du lac de Grandlieu qui se trouve juste dans l'axe de la piste de Nantes-Atlantique vers le sud-ouest. Si on aménage pour pouvoir augmenter les trafics, eh ben la réserve du lac de Grandlieu, il ne faut plus en parler. » C'était une vraie question et il fallait savoir si cette question, cette remarque, cette critique était fondée ou non. C'était une question sensible. Deuxième sujet, biodiversité. Lui, il était sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. Si on fait le site de Notre-Dame-des-Landes était sur une tête de bassin au pluriel, un bassin versant vers le nord, alimentant les rivières bretonnes, en gros, pour faire simple, et puis un bassin versant vers le sud, allant vers la Loire et l'océan Atlantique, et avec des questions de l'application de la loi sur l'eau, des compensations à apporter, de l'application du régime des dérogations aux espèces protégées, etc. Donc c'était les deux sujets émergents en matière de biodiversité. Vous allez voir qu'on les a, dans un cas, ça s'est très bien passé, dans l'autre cas, ça s'est extrêmement mal passé, le processus d'expertise, de suivi de recommandations, etc. Celui où ça s'est bien passé, c'est le lac de Grandlieu. Le débat n'avait été posé que de façon très polémique. On ne peut pas faire parce que ça va tuer la réserve. Mais non, c'est pas un sujet, c'est pas la peine d'en parler. Et du coup, personne n'avait jamais vraiment traité le sujet à fond jusqu'en 2017. Nous, on arrive, on dit tiens, quel est le problème? On constate qu'il y a des gens qui se disputent, qui disent le contraire les uns des autres. Comment on fait dans ce cas-là? On cherche une tierce expertise. La tierce expertise, il faut qu'elle soit extérieure. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est déjà en train de se battre avec les autres. On propose, on dit, il y a un organisme très bien qui s'appelle le Muséum national d'histoire naturelle. Il est en plus bien parce qu'il est référent officiel vis-à-vis des instances européennes sur Natura 2000. Il y avait une question de procédure Natura 2000 sensible. Donc on propose une tierce expertise par le muséum. Tout le monde dit, oui, pourquoi pas, ça paraît pas idiot. On pose la question est simple, est-ce que aménager Nantes-Atlantique et intégrer les prévisions de trafic, un doublement ou un triplement du trafic aérien à échéance de 10 ou 20 ans, est-ce que ça va mettre en cause le fonctionnement de la réserve, oui ou non? On pose cette question au muséum, on leur dit ce serait bien si vous nous répondiez très vite parce qu'on a besoin de la réponse pour savoir ce qu'on fait après. Ils tirent un peu la langue, on discute et puis on se met d'accord. Ils nous font une réponse extrêmement claire, expertise rendue moins d'un mois après, avec tout ce qu'il faut comme élément de référence d'une étude scientifique sérieuse, la bibliographie avec des comparaisons de sites semblables sur tout un tas d'aéroports dans le monde entier, une étude du contexte local, conclusion explicite, il n'y a pas de sujet. On peut très bien augmenter les trafics, ça ne mettra pas en cause la qualité de la réserve. On rend public aussitôt l'étude du muséum, avec leur accord bien sûr, j'insiste là-dessus, le fait de rendre public ce genre d'études, c'est vraiment extrêmement important. Le sujet est clos, on n'en parle plus. Et donc on passe au reste, on a dit, du coup on peut regarder les autres questions sur Nantes-Atlantique, tout va bien. Ça c'est le schéma idéal, c'est le seul cas dans ce débat de Notre-Dame-des-Landes où on s'est trouvé dans cette situation. L'autre cas, l'application de la loi sur l'eau et des espèces protégées à Notre-Dame-des-Landes, ça a été l'autre extrême, le dispositif complètement chaotique au sens propre du mot. Comment est-ce que ça s'est passé? D'abord, il y avait deux maîtres d'ouvrage. L'un était l'État, ce qui ne facilitait pas les choses parce qu'il fallait faire un bout de route nationale
régionale desservant le futur aéroport. L'autre était Vinci, concessionnaire du futur aéroport. Donc il y avait à chaque fois 2 arrêtés loi sur l'eau, 2 arrêtés dérogation aux espèces protégées qu'il fallait prendre. Les 2 maîtres d'ouvrage présentent leur projet d'arrêté dans l'optique TINA. Il n'y a pas d'alternative, donc on fait le projet. Et nous, maîtres d'ouvrage, ben voilà ce qu'on dit sur l'application de la loi sur l'eau, les dispositifs de compensation, c'est ça qui était en jeu. Comment compense-t-on les impacts on n'évite pas, puisqu'on a prévu de faire l'aéroport, mais comment est-ce qu'on réduit et on compense? Ben, ils mettent ça dans un document. Ça, c'était bien avant notre médiation, c'est en 2012 qu'ils avaient fait ce travail, avec des projets d'arrêté préparés par les 2 maîtres d'ouvrage. Il y a eu une enquête publique. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Souvent, on dit que les enquêtes publiques ne servent à rien. Et là, la commission d'enquête a extrêmement bien fait son travail. Elle a posé 2 questions. Elle a dit, il y a 2 choses que je ne comprends pas. Il y en a une première qui est un peu gênante. C'est que parmi les 2 maîtres d'ouvrage, il y en a un qui est l'État, représenté par l'ADREAL. Les 2 projets d'arrêté, loi sur l'eau et espèces protégées, ils dépendent de l'État, préfet de région, représenté par l'ADREAL. Il y a un vrai sujet là derrière, il y a un sujet de conflit d'intérêts et d'indépendance des parties en présence, ça ne peut pas coller. Deuxième sujet, le dispositif de compensation tel qu'il est prévu. Là, la commission d'enquête a été d'une honnêteté intellectuelle magnifique. Elle a dit on n'a rien compris. Votre truc, c'est pas clair. On ne comprend pas ce que vous voulez dire. S'il vous plaît, expliquez-nous. Je trouve ça remarquable d'avoir fait ça. L'État a eu une réaction sur le 2e point. Il n'a pas réagi sur le 1er point. C'est resté complètement implicite. Par contre, il a réagi sur le 2e et plutôt bien, en disant, bah oui, effectivement, il y a un sujet. Nous allons créer, alors il faut savoir que par ailleurs, c'était le moment où il commençait à y avoir beaucoup de zadistes, beaucoup de manifestants, enfin, ça se passait assez mal. Le Premier ministre était Jean-Marc Ayrault, qui était directement intéressé au projet, donc tout ça, c'était le contexte. Mais la décision qui a été prise a été de dire, on va créer un collège d'experts de haut niveau, présidé par Guylain de Marcilly, membre de l'Académie des sciences, dans lequel il y avait toute une série de membres éminents, par exemple Serge Muller, futur président du CNPN, etc. Donc ils n'avaient pas mégoté sur la composition du conseil scientifique. Ce conseil a rendu un rapport dans le même sens que la commission d'enquête, disant on ne comprend pas ce qui est proposé, ça n'a pas de justification scientifique, ça ne vaut pas. Rapport vraiment très sévère. Nous, mission de médiation, 5 ans après, on regarde tout ça, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Les 4 arrêtés préfectoraux, loi sur l'eau, espèces protégées pour chacun des 2 maîtres d'ouvrage, ont été pris pratiquement dans la forme dans laquelle ils ont été proposés. Ils avaient été proposés initialement. Donc le rapport d'expertise du conseil scientifique, le préfet de région s'est assis dessus. On verra dans un instant pourquoi. Enfin, l'interprétation qu'on peut en faire. Mais à ce moment-là, le système est parti en vrille complètement. Il y a eu un recours, évidemment, contre plusieurs recours devant les tribunaux administratifs. Ça prend du temps. Ensuite, cour administrative d'appel. Et en 2017, au moment de notre intervention, on en était au pourvoi devant le Conseil d'État. Donc l'affaire n'était toujours pas tranchée 5 ans après. Il n'y avait plus aucun espoir de faire parler les gens entre eux. Ils étaient tellement bloqués sur le dispositif qu'on ne pouvait plus discuter. Donc il n'y avait plus d'expertise, plus rien. Donc ça, c'est l'exemple de recommandation ou d'expertise qui n'aboutit pas parce qu'elle explose en vol, si je peux dire, ce qui a été un peu gênant. On a eu évidemment tout un tas d'autres sujets à traiter dans ce cas-là. J'en cite très rapidement 2 ici qui n'avaient rien à voir avec la biodiversité, mais qui ont à voir avec des questions d'expertise et d'organisation de l'expertise. Donc l'un portait sur le traitement du bruit à proximité de l'aéroport de Nantes-Atlantique et l'autre sur l'opportunité ou non de refaire la piste de l'aéroport, ce qui représentait une dépense très importante, de l'ordre de 3 ou 4
400 millions d'euros. Et donc il fallait voir s'il était nécessaire ou non de le faire. À propos des questions posées par les démarches d'expertise, on est tombé dans les deux cas sur la même difficulté, c'est que nous on avait dit, venant de faire la démarche avec le muséum qui avait très bien marché, on dit on va faire pareil, on va chercher un tiers expert qui va pouvoir nous tirer d'affaire dans les deux cas. Dans les deux cas, on s'adresse au même, on dit mais il y a un organisme qu'on connaît bien, qui sait ce que c'est que de gérer un aéroport, d'avoir des problèmes de bruit et de réfection de piste. Cet organisme, c'est qui? C'est Aéroport de Paris. Il n'arrête pas de faire ça tout le temps. On va voir Aéroport de Paris, à un haut niveau. Ils nous répondent oui, on sait faire, mais on n'a pas très envie d'aller traiter de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est la direction de l'aviation civile, c'est Vinci, on est en relation avec eux tout le temps. Donc je retombe, c'est pas une critique que je fais vis-à-vis d'eux, on retombe sur la question de l'indépendance de l'expertise. Effectivement, si on les avait fait intervenir, je pense que ça se serait mal passé. Donc dans les deux cas, on a fait des espèces de constructions un peu baroques d'expertise collective. Quand je dis un peu baroque, c'est que pour vous, qui êtes de vrais scientifiques, contrairement à moi, une expertise scientifique collective, on prend des gens qui ont les capacités académiques voulues et puis on les fait travailler ensemble et on leur fixe un cahier des charges et puis ils sortent quelque chose. Nous, on a fait du bricolage. Je me rapporte au dernier exposé. On a fait quelque chose qui essayait d'être robuste, mais qui était sans doute pas très performant, mais qui a quand même marché. Et en particulier, la difficulté, c'est de faire travailler ensemble des vrais experts. Par exemple, pour savoir s'il faut refaire une piste, si elle va être résistante quand on fait atterrir des avions à haut débit, est-ce qu'il faut faire des sondages de sol et savoir, en déduire quel type de travaux il faudra faire, et puis faire associer à ces vrais experts des gens qui ont ce qu'on appelle par politesse l'expertise d'usage, qui est tout à fait autre chose. Comment est-ce qu'on fait travailler ce monde-là ensemble? Il y a une difficulté objective derrière qui est de dire que les vrais experts ont tendance à considérer que les autres sont des amateurs qu'on va écouter poliment parce qu'on est très gentil mais on ne va pas faire ce qu'ils disent, et d'un autre côté les autres disent mais ces vrais experts, primo ils sont hors sol, secondo ils nous mentent. On a entendu ça très régulièrement, donc je vous le dis, je voudrais faire de peine à aucun d'entre vous, mais un expert académique est souvent ressenti comme tombant dans l'un de ces deux travers. Donc on a rencontré ça, on a fait avec, on s'est débrouillé. Qu'est-ce que je déduis de ça ? D'abord, sur les expertises lac de Grandlieu et loi sur l'eau Notre-Dame-des-Landes, c'est que si le lac de Grandlieu ça a marché, c'est parce que la question était simple et que l'expert était reconnu. Et donc il n'y avait pas de difficulté à suivre. Par ailleurs, celui à qui s'adressait la recommandation, c'était nous, l'équipe de médiation. On n'avait pas d'enjeu lourd dedans. Pourquoi est-ce qu'à Notre-Dame-des-Landes, ça s'est si mal passé? C'est pas parce que le préfet était complètement idiot d'avoir signé son arrêté, c'est qu'il savait, et nous on a reconstitué tout le fil en prenant toutes les notes qui avaient été faites à l'époque, il savait que s'il suivait la recommandation du collège d'experts, il avait face à lui les deux clans d'agriculteurs, les pros et les antis, qui étaient en guerre entre eux, c'était les résistants contre les collabos, sur place c'était exactement ça, et qu'il faudrait trouver parmi eux 2500 hectares sur lesquels faire ces mesures de compensation. Et on a trouvé tous les papiers expliquant au préfet que trouver ces 2500 hectares, c'était perdu d'avance. Donc la solution préconisée, même si elle était scientifiquement tout à fait bien carrée, elle n'était tout simplement pas applicable, ce qui était un peu gênant. Donc on retombe aussi un peu toujours dans qu'est-ce que c'est qu'une solution performante et qu'est-ce que c'est qu'une solution robuste. Une solution robuste, parfois c'est un espèce de compromis pas très bien taillé. Je continue.
Je vais passer très vite sur les déchets nucléaires en vous citant un seul exemple, parce que c'est un exemple dont personne n'a parlé, parce qu'il a bien marché, un exemple qui marche, même quand il est entre des gens en plein conflit, on n'en parle pas, parce que c'est pas intéressant. Cet exemple, c'est ce qui s'est passé dans le plan de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc ce plan de gestion, c'est un truc qui est revu périodiquement, tous les 5 ans, et qui dit ce qu'il faut faire sur tous les types de déchets, depuis les très faibles activités, les gravats et les ferrailles tirés du démantèlement, jusqu'aux déchets à haute activité et vie longue qui vont polluer la vie de beaucoup de gens pendant des milliers d'années. Et donc il y a eu un débat public il y a 4 ans, en 2019, sur la nouvelle version de ce plan. Pendant le débat public, il s'est dit un tas de choses, mais il n'y a pas eu de conclusion immédiate, sauf une, qui était qu'il fallait, après la fin du débat, donc fin 2019, il fallait réunir un groupe dans lequel il y a à la fois les experts pointus du dispositif, le CEA, l'IRSN, les producteurs de déchets, Orano, EDF, etc., et puis les experts non institutionnels qui étaient souvent les ONG antinucléaires, Negawatt, Greenpeace, etc. Il fallait faire travailler ce monde ensemble pour dire ce qu'il fallait mettre dans le plan. Moi, j'ai eu la charge intéressante de présider ce groupe qui a fonctionné pendant 1 an. Évidemment, il y a eu de vifs désaccords entre les membres du groupe, mais c'est pas difficile, et puis c'est plutôt normal qu'il y ait des désaccords, et c'est même plutôt sain de mon point de vue. En revanche, il y a plein de sujets sur lesquels on a pu produire des choses. J'en cite juste un, parce que c'est celui sur lequel on a passé le plus de temps et qui a été le plus intéressant, qui est de dire si Géo, tout le monde s'engueule dessus. Évidemment, il y a des gens qui sont radicalement contre et d'autres qui disent c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Tous disant, mais il y aurait une bonne solution, c'est d'arrêter de faire du nucléaire, parce que comme ça, on n'aurait plus besoin de se poser la question. Mais on aurait quand même à se la poser, parce que tout le nucléaire acquis, il faut savoir ce qu'on fait avec les déchets qu'on a. Sur ce sujet, on n'a pas essayé de réconcilier Greenpeace et Orano. En revanche, on a produit un document sur la gouvernance de la démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel stade faut-il décider quoi? Quels sont les éléments nécessaires pour que, sachant que le processus de décision lui-même, il s'étale sur 30 ou 40 ans. Comment faut-il faire pour que tout ça fonctionne d'une façon démocratique? Ça ne dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien d'enterrer à 500 mètres de profondeur des déchets très désagréables. Mais voilà. Donc ça a bien marché. Et ça a conduit à un document qui a été publié, qui est appliqué en ce moment dans des conditions à peu près normales. Alors, j'en viens à quelques conclusions d'ordre général qui portent souvent, et dans les exemples que je vous ai donnés, sur la rencontre ou la démarche ou la coexistence entre de l'expertise institutionnelle d'organismes existants et puis de l'expertise non institutionnelle. Ce qui est important, c'est que l'expertise soit pluraliste dans tous ces cas. C'est toujours le TINA de Margaret Thatcher. Moi, je ne connais pas de cas où il n'y ait pas d'alternative. J'en ai jamais vu. Par contre, le fait de les trouver, de savoir ce qui plaide pour l'un ou pour l'autre, c'est important. Donc, le fait qu'une expertise soit pluraliste et qu'elle mélange de l'institutionnel et du non institutionnel, de mon point de vue, c'est des conditions de succès. Mais en même temps, c'est pas très simple parce que c'est pas naturel des vrais experts et des faux, si je peux dire, de travailler ensemble. Ça se passe pas toujours très bien dès le début. En revanche, il faut du temps. Alors, j'en viens pour finir à mon titre. Quel rapport avec le bonheur universel et le droit des personnes là-dedans? C'est que quand des gens s'engueulent, quand un sujet est controversé, ça nous a été dit dans le débat sur les déchets nucléaires par une juriste du Conseil d'État dans une séance où on parlait de la confiance. On disait qu'est-ce qu'il faut pour que le public ait confiance. Et elle nous avait dit il faut absolument que tout le monde oublie, aussi bien les pour, les contre, tous ceux qui se battent dans ces controverses, il faut qu'ils oublient ce qu'ils croient
droits, à savoir qu'ils sont là pour faire le bonheur des gens. On n'est pas là pour faire le bonheur des gens. C'est chaque personne qui est habilitée à savoir ce qui va faire son bonheur. On n'est jamais habilité à dire ce qui va faire le bonheur des autres. En revanche, dans des décisions publiques, et là on parle de décisions publiques, les décideurs, ils sont là pour que tout le monde puisse bénéficier des droits qui leur sont reconnus. Par exemple, dans la charte de l'environnement, que vous connaissez tous par cœur sûrement, il y a tout un tas de droits reconnus qui sont simples et très clairement écrits. Ça tient sur une demi-page. Le droit à bénéficier d'un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit à participer à l'élaboration des décisions, le droit d'accès aux informations détenues par les autorités publiques, etc., etc. Tout ça, ça existe et c'est pas du baratin. Il faut que ça soit effectif. Et quand on fait ça, il ne faut pas se demander si les gens seront plus heureux ou moins heureux. Il faut se demander s'ils peuvent, s'ils ont accès à ça. Alors, cette fois-ci, c'est la vraie conclusion. Dans tous ces cas-là, le débat de fond, ce n'est pas un débat scientifico-technique pour savoir qui a raison et qui a tort, c'est de savoir comment on prend des décisions démocratiques acceptables dans un dispositif dans lequel forcément il y a des désaccords, c'est normal, je l'ai dit tout à l'heure. Une société sans désaccord, d'abord ça n'existe pas, et si ça existait, je pense que ça serait un peu malsain. Comment est-ce qu'on associe là-dedans une expertise qui est très hétérogène, qui vient d'un peu partout, avec une valeur qui n'est pas la même selon ses sources. Comment est-ce que la société non experte comprend ce qui se passe? Comment est-ce que les décideurs politiques peuvent intégrer tout ça? Donc cette discussion triangulaire, si j'avais un autre créneau de 20 minutes, je vous parlerais du débat public qui vient d'avoir lieu sur les réacteurs nucléaires. On a été tout le temps confronté à ce débat triangulaire, experts, citoyens, politique. Et de mon point de vue, ce débat, il ne marche pas très bien dans la société actuelle telle qu'elle est. Je termine par un spot publicitaire sur le comité d'éthique INRAE, IFREMER, IRD, CIRAD, pour dire qu'on est en train de réfléchir en ce moment à la demande de chercheurs qui nous ont posé la question. Ce n'est pas nous qui l'avons imaginé et ce n'est pas une saisine des 4 organismes sur le thème quels sont les droits et les devoirs des chercheurs face à l'urgence environnementale. Je pense que ce n'est pas indifférent du sujet dont on parle toute la journée. Merci, excusez-moi d'avoir un peu dépassé. Bien, je vous invite à nous rejoindre. Merci beaucoup, surtout pour cette conclusion qui parle à un juriste. La prochaine rentrée, j'ai mon cours sur les grands principes du droit de l'environnement. Je vais faire le grand écart entre le bonheur et la charte constitutionnelle. Ça va en surprendre plus d'un, mais je leur expliquerai un peu ce que vous nous avez précisé. Alors, on va passer à un jeu de questions-réponses. Donc, un micro va circuler dans l'assistance. Et avant que madame ait le micro, je me retourne vers Olivier pour qu'il puisse répondre à la question initiale que je lui ai posée. En fait, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit avec mon histoire de performance et de robustesse. C'est-à-dire que souvent, quand on veut faire des recommandations, il y a l'idée du consensus qui vient assez rapidement. Alors le consensus, je vais le dire rapidement, mais ça ne marche pas. Le consensus, ça veut dire qu'il y a déjà l'idée dans le mot consensus de dire qu'il faut arriver rapidement à une solution, en général. Donc ça veut dire qu'on met des gens autour de la table et puis rapidement, on s'échange des choses, il faut rapidement arriver à une solution. Donc ça, en général, à la sortie, on a une solution et puis un mois après, ça recraque. Et il faut refaire un consensus. Donc moi, je ferais la version robuste du consensus, c'est ce que dit Isabelle Stengers, c'est le sens commun. Donc je ne joue pas sur les mots, c'est le sens commun, on met les mêmes personnes autour de la table, mais on se dit tout, c'est-à-dire qu'on met ses tripes sur la table. Et donc ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus risqué, parce qu'on peut aller au conflit, et donc c'est beaucoup plus compliqué, mais par contre, si on traverse des épreuves ensemble, ce qui sort, ce sera plus robuste. C'est-à-dire qu'on aura moins de chances de le questionner, parce que on sera passé par un certain nombre de contradictions. Alors ça c'est peut-être le premier point, mais je ne vais pas être trop long. Sinon sur pour moi le point fondamental, le seul TINA en fait qui nous occupe, le seul TINA c'est qu'on n'a pas d'autres planètes. Donc ça c'est là où il n'y a pas d'alternative, c'est qu'il va bien falloir se débrouiller avec la planète qu'on a et ses fluctuations.
Et donc ça veut dire que dans les projets qu'on fait, en général, on a 3 hypothèses cachées. Les 3 hypothèses cachées, c'est que le monde est stable, en abondance de ressources et en paix. Les projets que l'on construit, ils sont tous construits avec ces 3 hypothèses. Ces 3 hypothèses fausses. Le monde est instable, en pénurie de ressources, et la paix, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est un peu un exercice de la pensée, quoi. Donc du coup, dans un monde qui est fondamentalement instable, voilà, si déjà si on dégomme un petit peu cette racine du projet, peut-être qu'on aura d'autres stratégies, quoi. C'est réenchanter les risques, voilà, je peux le dire comme ça. Je vais t'inviter chez moi en Suisse parce que tu as une vision du consensus qui est très française. Et en Suisse, ça marche très très bien, mais je t'expliquerai pourquoi plus tard. Madame. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations. Moi, je m'appelle Marilda Dascali, je travaille pour une ONG environnementale à Bruxelles. Et donc, je travaille beaucoup avec les politiques publiques et les lobbies. Mais ma question, en fait, est plus pour Olivier. Et il y a une question et un commentaire. Le commentaire que je voulais faire, c'était par rapport à l'optimisation. Vous parlez beaucoup d'optimisation, d'efficacité. Je crois qu'il y a une dimension aussi qui est très importante à prendre en compte, c'est l'optimisation des profits, sans du tout aller dans une idéologie anticapitaliste ou qu'est-ce. Mais c'est un gros driver du pourquoi, en fait, on essaie de extraire tout ce qu'il y a à extraire de la machine. Ensuite, la question, c'était par rapport à la sémantique que vous utilisez, parce qu'en en fait, nous, on utilise énormément en ce moment le concept de résilience. Oui. Et vous venez avec le concept de robustesse. Donc, je voulais savoir quelle était la différence pour vous que vous faisiez entre ces deux concepts. Merci. Oui, alors je fais une différence. Donc la robustesse, comme j'ai défini, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. La résilience, il y a 3 définitions. La première définition, c'est dans les sciences des matériaux. C'est un matériau élastique qui se déforme et qui revient à son état initial. Voilà, ça c'est neutre. Après, la deuxième définition, c'est la déclinaison psychologique. C'est tomber et se relever. Et donc là, je vous renvoie au bouquin de Thierry Ribaud qui s'appelle « Contre la résilience ». Et pour moi, c'est la double peine. C'est-à-dire que c'est en fait tout le faire poser sur les épaules des gens. En fait, ils doivent tomber avec le sourire et se relever avec le sourire. Et en fait, ça, c'est complètement instrumentalisé dans le monde néolibéral. La résilience est tout à fait alignée avec le concept d'agilité, tout ce qui est dans le néolibéralisme, quoi. La troisième définition de la résilience, c'est la résilience socio-écologique du Stockholm Resilience Center, Carl Folke et compagnie, capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde fluctuant. Et là, c'est très proche de la robustesse. Mais vu qu'il y a ces 3 définitions de la résilience, pour moi, la résilience n'est plus opérant comme concept, c'est trop polysémique. Et donc, j'aurais même tendance à opposer robustesse et résilience en disant que la robustesse, c'est se placer dans les conditions où on ne tombe pas. C'est-à-dire qu'on a pris suffisamment de marge de manœuvre pour être préparé à l'impensable. Ou dit autrement, dans un monde fluctuant, on ne prévoit plus, on se prépare. Monsieur ? Oui, bonjour, Michel Delara de l'École des Ponts. Je voudrais poser la question de la crédibilité de la recommandation et de la crédibilité de la science. Et je vais prendre comme contre-exemple donc, ce que M. Hamon a dit. Malheureusement, vous m'avez offert une vision du monde, ce qui est bien et ce qui est mal, des moyens d'y aller, et vous êtes présenté comme scientifique. Et je pense que cette façon de faire décrédibilise le message scientifique. Autrement dit, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'il ne faut pas cloisonner ? Les scientifiques font de la science, ils nous disent comment le monde fonctionne. D'autres gens nous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Et, je voudrais insister là-dessus, des ingénieurs, qu'ils soient économistes ou des ingénieurs, nous disent comment aller du point A et du point B. Voilà, donc je pose la question de la crédibilité. Moi, ce que j'entends là, je me dis non, ça décrédibilise la science, ce que j'ai entendu. Voilà mon commentaire. D'accord, j'entends. En effet, moi je fais un pas de côté, et c'est un vrai choix, et je peux comprendre que la posture du chercheur, quand on est chercheur, on a une posture forcément, et si on utilise sa posture de chercheur pour faire alimenter le débat social, on prend un risque, parce que forcément on va simplifier, le discours va être un peu trop simpliste, et du coup peut être dévoyé, parce qu'on a trop coupé dans la complexité scientifique, quoi. Mais pour moi, rester le scientifique aujourd'hui au XXIe siècle, s'il reste dans sa tour d'ivoire, s'il ne fait pas un pas de côté vers la société,
Alors là, pour moi, c'est la dernière chose à faire. Hein. Je pense au contraire, moi, je suis un très, très grand croyant dans la recherche participative, les sciences citoyennes. C'est que les scientifiques, on ne peut pas continuer à dire que les politiques ne suivent pas ce qu'on dit ou que les citoyens ne sont pas éduqués à la science ou je ne sais pas quoi, si nous-mêmes, on ne fait pas un pas vers les citoyens. Donc, ça demande beaucoup de travail hein, de vulgariser, hein, évidemment. Hein, et en effet, c'est en partie faux parce que c'est vulgarisé. Mais si on ne fait pas ce travail-là, étant donné la complexité des questions qui ont lieu, pour moi, là, on n'a pas le choix. C'est aussi, pas tout le monde. Hein, je ne dis pas que tous les chercheurs doivent le faire, ou tous les chercheurs doivent le faire, mais c'est une mission des scientifiques d'éclairer le débat public. On n'est pas des décideurs. Ça, c'est le politique qui décide. Mais nous, on a un rôle d'éclaireur, pour moi. Oui, je voudrais dire que cette question, elle est complètement à la base d'un débat politique actuel très sensible concernant le secteur du nucléaire. Excusez-moi d'y revenir, mais je pense qu'il se transposerait à d'autres, et en particulier à la biodiversité. À propos de l'ANSES, on doit trouver des choses qui ressemblent. Mais je vous parle du secteur du nucléaire. Vous avez peut-être suivi les débats qu'il y a eu sur un projet présenté dans des conditions un peu étranges, pour tout dire, de fusion entre l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Qu'est-ce que c'est que l'IRSN ? C'est un organisme qui réunit des chercheurs, 600 ou 700, donc qui font de la recherche pure sur les enjeux du nucléaire. Il y a des sujets de recherche qui sont pas simples. Et puis des experts qui sont complètement plongés dans l'aspect expertise sur décision publique et ouverture à la société. Je préside moi-même un comité de l'IRSN qui s'appelle le comité de l'ouverture à la société et qui ne vise qu'à ça. Hein. Comment on fait pour faire un pont entre des discussions scientifiques et la compréhension par le public et la confiance qu'il peut en retirer face à un discours scientifique qui, à la première lecture, est difficile à comprendre, c'est vrai. Tout le sujet de cette fusion ou cette non-fusion, c'était de dire, c'est la question que vous posez, est-ce qu'il vaut mieux dire, vous avez 800 chercheurs, très bien, qu'ils continuent, qu'ils fassent de la recherche et qu'ils la fassent de leur côté, tout ira bien. Et l'ASN, elle, va s'occuper de la décision publique et de la discussion avec la société. L'IRSN proteste en disant ça va pas du tout, c'est pas ça. Et elle dit ce que vient de dire mon voisin, c'est indispensable qu'il y ait ce pont entre les deux. Moi, qui suis-je pour dire qui a raison et qui a tort là-dedans? Je dis simplement que c'est un débat hypersensible et qu'on ne peut pas le traiter d'un revers de main en disant vous, chercheurs, cherchez et puis laissez-nous tranquilles et puis la société va se débrouiller. Hein. Il y a vraiment une question politique lourde là derrière qui justifie une réflexion avec le monde scientifique dont vous faites partie et avec le monde politique qui a un peu de peine à comprendre qu'il y a un sujet là derrière. Hein. Moi, je l'ai vu en regardant ce qui se disait au Parlement là-dessus. C'était un peu affligeant par moment. Bonjour, Kathleen Petit, donc, je suis chercheur écologue au CESAP et j'aimerais participer à cette discussion parce qu'en fait c'est hyper intéressant comme question, mais c'est aussi questionner le fait est-ce que la science est vraiment neutre. Donc pour la plupart de ceux qui réfléchissent, on ne peut pas être neutre en tant que scientifique et la science n'est pas neutre parce que les sujets sont politiques, les sujets de recherche financés sont politiques, donc ce serait bien si c'était neutre, mais c'est une utopie. Donc la question c'est est-ce qu'on veut prendre part au débat actuellement et effectivement endosser cette casquette de scientifique ou pas? Je peux répondre 8 minutes parce qu'il y a une contrainte de temps puisqu'on est dans le monde de la rareté. Moi je dis juste que cette tendance à mélanger tout, le politique, la science, va décrédibiliser la science. C'est tout ce que je dis. C'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe. Donc moi je plaide pour le cloisonnement pour garder la crédibilité de la science. Cloisonner, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas, mais ça veut dire qu'on ne mélange pas tout, quoi. Et là, je vois la grande confusion. Voilà, c'est mon simple commentaire. Peut-être je vais juste rebondir là-dessus. Pour moi, il n'y a pas besoin, c'est pas du on-off, quoi. Il peut y avoir des chercheurs qui restent vraiment experts dans leur domaine et qui ne sortent pas de leur labo. Et puis, il peut y avoir des chercheurs qui, de temps en temps, sortent de leur labo, ou même qui sont tout le temps dehors, qui, à la limite, à la fin de leur carrière, ils deviennent des conférenciers, quoi. Et du coup, ils sont plus scientifiques. Mais tout ce gradient, ça, c'est une forme de biodiversité dans le monde de la recherche. Pourquoi faudrait qu'un chercheur soit un moine qui reste...
D'autres questions? Alors peut-être une question à tous les deux, parce que vous avez dit tous les deux finalement que dans ce cadre-là, le scientifique c'était un éclairage ou un éclaireur. Est-ce que ça peut être une réponse? Moi, je répondrais aussi en reprenant la question, est-ce que la science peut être neutre? Moi, je suis convaincu du contraire, et que d'une part, c'est pas grave, d'autre part, c'est peut-être même mieux. C'est normal qu'il y ait des idées. Comment disait, si c'est Denis tout à l'heure, comment tu disais, l'imaginaire sociotechnique. Dans cet imaginaire sociotechnique, il y a forcément des aspects qui ne sont pas neutres. L'imaginaire de chacun, il dépend de plein de choses. Mais voilà, moi tout ça me paraît normal. Ensuite, on a une discussion de société. Par contre, dans ce que j'ai zappé un peu vite dans ma présentation tout à l'heure, une difficulté qu'on a souvent dans ce genre de débat, c'est des questions posées par le public sous la forme du terme franco-français de fact-checking. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce qu'on entend? Moi qui ne suis pas un spécialiste de biodiversité ni du nucléaire, vous venez me dire que ça c'est vrai et que ça c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est vrai? C'est pas une question simple, hein. Donc j'y réponds pas. Je dis simplement que la question est posée et qu'avoir un processus qui permet de faire comprendre aux gens que c'est pas simple de répondre que quelque chose est vrai ou pas vrai, que ça peut changer dans le temps, ça peut changer selon plein de conditions. Voilà. Je vais répondre en disant, en effet, on se dit toujours vrai ou faux, mais en fait, la vraie question, c'est combien c'est vrai, combien c'est faux. Et ça, notre cerveau humain est très très mal fait pour répondre à ces questions-là. Et je voudrais peut-être juste rebondir quand même sur, parce que pour moi, vu les enjeux qu'il y a actuellement, il y a quand même du quiet quitting en science, en science, c'est-à-dire que de plus en plus de chercheurs qui quittent la science parce qu'ils se rendent compte que leur sujet de recherche n'est pas aligné avec les grands enjeux, que finalement ça ne sert peut-être plus à rien de chercher là-dessus si dans 20 ans le monde va devenir invivable. Il y a beaucoup de réflexions dans le monde de la recherche, il y a énormément d'éco-anxiété dans la société, donc il faut quand même essayer d'apporter des réponses à ça. Alors avec mon histoire de robustesse, c'est pas la biais, c'est notre histoire de robustesse, c'est pour moi à minima une réponse à l'épidémie d'éco-anxiété actuelle. C'est qu'en fait, quand on bascule de la performance à la robustesse, on quitte le monde du burn-out des humains et des écosystèmes. Donc pour moi, la robustesse, c'est une force de mobilisation. Après, on en fait des tas de choses, mais à minima, c'est presque la santé mentale, quoi, de se dire on peut inventer un autre monde, en plus on peut même le voir se construire actuellement. On a besoin de mobilisation. Si on fait que de la collapsologie, si on décrit un écosystème qui se dégrade et qu'on propose rien, on va mobiliser absolument personne. Et là, à la vitesse où ça va, il faut mobiliser. Le mot mobilisation me parle beaucoup. Je vous repasse en 30 secondes mon spot publicitaire de tout à l'heure. Quels sont les droits et les devoirs des chercheurs face à l'urgence environnementale? Il me semble que c'est la question. Si vous avez des idées dessus, vous les envoyez à notre comité éthique en commun. Vous trouvez l'adresse mail facile. On a un débat interne en cours. Denis en fait partie aussi pour savoir comment on formalise ça. On ne fera pas de concurrence, mais on pourra les envoyer aussi à l'Institut Michel Serres. Hélène. Oui, j'avais une question relative à justement la simplification des débats qui souvent est une tentation. Et je me demande si de réintroduire de la complexité dans les débats et de considérer finalement que cette complexité est positive ou plutôt fait partie de l'imaginaire souhaitable. Ça permettrait peut-être de faire avancer les recommandations issues de la science pour qu'elles soient mieux partagées, mieux comprises, peut-être par des collectifs ensuite qui sont plus dans l'action. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez et comment faire en fait, surtout pour rendre la complexité désirable. Oui, je suis absolument d'accord avec l'idée que c'est tout à fait central. J'ai dit que je ne voulais pas vous parler du débat sur les réacteurs nucléaires dont on vient de sortir. Ce débat a été complètement pollué, on peut le dire, par plein de choses, mais dont une qui était l'incidence des réseaux sociaux et de ce qui sortait en chaîne, pas de façon aléatoire. On voyait très bien que c'était piloté et conduit par des gens qui répètent en boucle des trucs d'une phrase
alors que vous essayez d'expliquer que tout ça, c'est pas simple et qu'il y a beaucoup de questions derrière. Donc, comment on fait pour articuler des démarches scientifiques construites, contradictoires, intégrant tous les éléments, et puis des gens qui vous assènent 25 fois de suite venant de 25 auteurs différents. C'est le hasard, bien sûr, qui a fait qu'ils se sont tous exprimés en même temps. Ils ont tous sorti le même message. Mais comment on fait pour faire face à ça? Parce que dans le débat, c'est ça qui se passe. Et il faut savoir comment réagir. Je vais répondre en disant sur la complexité qu'on parle beaucoup des médias qui font des formats très courts, mais il y a aussi beaucoup de médias qui font des formats très longs. Mediapart, Thinkerview, enfin, on peut avoir des scientifiques qui sont interviewés pendant 3 heures de suite et ça fait des milliers d'audiences. Donc en fait, on est dans ce monde-là où finalement la complexité a une place. Et encore une fois, c'est la lenteur qui permet à cette complexité de se développer. Et peut-être le dernier petit point sur la complexité, un expert de la complexité, par exemple, c'est Denis Meadows, l'auteur principal du rapport au Club de Rome, qui a dit une phrase qui, à mon avis, on devrait tous et toutes réfléchir sur cette phrase. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Tant qu'on ne va pas à la complexité jusqu'à ce niveau-là, en fait, on reste à la surface, quoi. On garde nos habitudes et finalement, on ne change rien, quoi. Donc, en effet, il faut aller... Ça prend du temps. Dernière question, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, je vais être rapide. Bonjour à tous. Donc, Romain Debray, je suis responsable de l'Agence normande de la biodiversité. Et je voulais rebondir justement sur ce qui a été dit derrière. Parce que le sujet sur l'action du décloisonnement en fait, de la recherche avec le politique, il faut focaliser, je trouve, dans les échanges justement sur le volet politique. Le décloisonnement peut se faire avec énormément d'acteurs, en fait. Et je pense que la recommandation liée à la recherche, elle arrive en appui, certes, à des élus, à du politique, mais à énormément d'acteurs. Et je pense notamment à des acteurs avec lesquels on travaille beaucoup, nous qui sont les gestionnaires d'espaces naturels, donc conservateurs de réserves naturelles, de parcs naturels régionaux, etc. Ils sont très en demande de travailler avec la recherche, avec les chercheurs. Ils se rapprochent énormément des labos, des universités en Normande pour qu'ils nous concernent, pour porter des projets multipartenariaux, etc., etc. Donc je pense que la recommandation, il ne faut pas se focaliser que sur le décideur politique. Il y a aussi l'acteur de terrain qui est en attente, qui est en besoin d'avoir des éclairages des fois sur comment la biodiversité va évoluer face au changement climatique, des choses comme ça. Il y a plein de sujets qui mobilisent tout le monde. Et à mon sens, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faut militer pour ce décloisonnement de l'approche, quoi. Parce que le politique, c'est une cible prioritaire, mais ce n'est pas du tout la seule, en fait. Je peux rebondir là-dessus parce qu'il se trouve que je fais beaucoup d'interventions auprès des chefs d'entreprise qui sont très démunis par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que pour eux, à un moment, ils étaient un petit peu intéressés par la question écologique parce qu'ils voyaient que ça devenait un sujet. Après, il y a eu la RSE et ils ont plutôt vu ça comme une contrainte supplémentaire. Et puis, ils voient bien que ça ne marche pas, voilà, le tout électrique. Donc, en fait, ils sont à un stade, là, enfin, c'est très idiot de généraliser comme ça, mais la majorité, ils sont plutôt démunis. Ils voient bien les contradictions du système. Et donc, du coup, il faut passer du temps avec eux pour qu'ils aient quand même des éclairages, qu'ils sachent ce que c'est que les limites planétaires, enfin juste des bases, quoi. Et puis peut-être une vision de ce qui vient, que les fluctuations, c'est pas juste comme les fluctuations qu'on a eues il y a des millions d'années. C'est vraiment autre chose, c'est un monde impensable qui vient. Donc du coup, quand on a ça en tête, d'un seul coup, peut-être qu'on a d'autres modèles économiques. Mais je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que j'insiste, il faut que les chercheurs sortent des labos, enfin pas tous, mais il faut quand même qu'il y en ait certains qui sortent des labos pour que la société soit pas démunie à tous les étages, quoi. Alors, comme nous sommes dans la relativité, que le temps devient élastique, nous avons un petit rap de temps pour des questions. Il y a des micros, s'il vous plaît. Le micro, il est ici. Tu veux faire rapport? On peut prendre une petite question en ligne, peut-être, oui. Et puis après, on peut oui, pardon, sur Internet, oui, effectivement, merci. Alors, on a une question un peu large, puisqu'il y a quelques questions qui ont déjà été répondues sur la question de la robustesse et de la résilience. Ça a beaucoup intéressé les personnes en ligne. Et il y a un peu une question aussi sur cette histoire de changement de paradigme. En fait, comment construire une nouvelle économie post-croissance et des temps plus longs? Quelles peuvent être les solutions et les clés sur ces points-là? Je prends le micro encore. Ouais, je ne vais pas que tenir le micro. Alors, l'histoire de la santé commune, c'est une façon de faire, on va dire. C'est de dire qu'il faut d'abord voir le bien-être commun. Il y a des exemples. Hein. La Finlande, dans sa constitution, a les 7 droits au bien-être, par exemple, dans la constitution. Et, par exemple, un des droits, c'est un droit à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, par exemple. Des choses qu'on n'a pas chez nous. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Il y a plein d'exemples locaux qui font de la santé commune. L'exemple qu'on prend souvent, hein, c'est une boîte qui s'appelle Pocheco, qui fait des enveloppes à côté
de Lille, là, qui était dans le film Demain, que certains ont dû voir, qui font de la santé commune avec leur territoire. Voilà, ils font de la biodiversité locale, c'est un système social exactement. Donc en fait, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre localement, qui existent déjà, et c'est souvent ça qui est le mieux, en fait, c'est d'avoir des exemples inspirants plutôt que des exemples théoriques. Donc là, au moins, c'est ancré. Et donc, voilà, le filtre de la robustesse, pour moi, c'est le premier filtre à mettre dans n'importe quel projet, quoi. Est-ce que dans ta robustesse, tu fais fonctionner les îlots que tu as l'air de décrire entre eux pour qu'il y ait une véritable résistance commune? Absolument. Alors donc c'est ça. Un garant de robustesse, c'est la décentralisation. C'est sûr, mais par contre, c'est pas le repli sur soi. C'est comme les cellules du corps, si vous voulez. Chaque cellule est autonome. Je peux prendre des cellules de vos corps respectifs et les cultiver en laboratoire, mais c'est quand même beaucoup plus riche quand elles interagissent les unes avec les autres, quoi. C'est un peu pareil pour la décentralisation. D'ailleurs, ça, c'est le principe d'Elinor Ostrom dans la gouvernance des biens communs. Il faut de l'autonomie locale, mais il faut absolument la reconnaissance et la stimulation par une entité extérieure. Donc, par exemple, l'État. Donc, le rôle de l'État dans le monde de la robustesse, c'est plus d'être descendant, c'est de stimuler et de mettre en résonance les initiatives locales. Monsieur ? Oui, Michel Buch, Confédération Paysanne. Donc je voulais juste partir d'un exemple concret pour essayer de trouver un moyen d'interroger nos politiques en général, et puis nous tous en particulier, au sujet par exemple de l'attaque des betteraves par un méchant parasite, pour lequel on a décidé qu'il fallait traiter et remettre au bout du jour un certain nombre de pesticides, alors qu'on constate qu'au niveau génétique, on a sélectionné des betteraves qui ont perdu la majorité de leurs gènes de défense et qui ont bénéficié de gènes de productivité. Donc on revient sur l'histoire, et que en conséquence, il faut donc leur donner beaucoup d'engrais puisque c'est des betteraves productives. Et donc à partir d'exemples concrets comme ça, mais il y en a d'autres comme pourquoi on a tué 14 millions de poulets. Enfin, je pense que est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre en place un organisme ou une commission de la FRB sur les choses qui sortent, hein, et qu'on pourrait éclairer de 1000 manières. Alors là, on ne cherchera pas le consensus, bien sûr, mais les avis multiples. C'est presque plutôt une question pour la FRB. Moi, je vote pour. Hein. Hélène, tu veux répondre ? D'autres questions ? Hélène, pardon. Puisqu'on a interpellé la FRB, alors je n'ai pas la prétention de répondre pour l'ensemble de la FRB, hein, ce sera juste ma perception pour l'instant, mais oui, c'est sûr que dans un monde idéal, ce serait bien que nous puissions collectivement, la FRB et puis les partenaires qui travaillent avec nous, faire ça. Je pense qu'il y a quand même un léger problème de temps, c'est-à-dire que souvent le temps politique est vraiment trop rapide, c'est-à-dire qu'on est dépassé avant même d'avoir lu les décisions ou les projets de décision. On essaye de le faire modestement, mais c'est vrai que le temps de l'expertise, du consensus, même si j'ai compris, Olivier, le consensus, il faut le réfléchir, mais en fait, tout ça, ça prend du temps, et malheureusement, c'est ce qui nous était un peu arrivé sur la SNB 3. Alors, Michel, d'ailleurs, j'en profite pour répondre, c'était bien la SNB 3, mais Précop, qui a été publiée l'année dernière, et donc c'est bien sur ces mesures-là qu'on a fait notre évaluation, mais en réalité, au départ, on nous avait demandé de faire une évaluation ex ante, et finalement, il a fallu politiquement probablement publier la SNB 3 très vite, donc avant la COP, et on s'est retrouvé en fait à devoir évaluer finalement des mesures qui avaient déjà été sélectionnées, alors que le projet initial avec le ministère de la Transition écologique, c'était de justement d'évaluer des mesures proposées pour rentrer dans la stratégie, de les interclasser en regardant celles qui faisaient le plus levier, et de permettre peut-être pas de recommander, mais de donner finalement une vision sur lesquelles étaient les plus susceptibles de faire levier, pour espérer qu'ensuite elles soient introduites dans la stratégie, ou tout au moins une partie d'entre elles. Et ça n'a pas été possible justement pour ces problèmes de temps et de confrontation entre l'urgence à agir de la société ou du politique et le temps qu'il faut pour faire une évaluation. On a quand même mobilisé 60 chercheurs pour cette évaluation, donc tout ça ne se fait pas en 2 jours, ni même en quelques mois. Si je peux rajouter une couche sur ce que vient de dire Hélène Soublet à propos du temps, il faut du temps pour faire des évaluations scientifiques, il faut aussi du temps pour se concerter et pour discuter avec la société. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le plan de gestion des déchets, c'était 1 an de discussion, 15 réunions avec à chaque fois du temps entre et tout ça. Et il fallait ça, parce qu'au début les gens ne se connaissent pas, ils se frictionnent sur tous les sujets, il faut du temps pour s'habituer,
etc. Moi, je tremble de peur quand j'entends Michel Eddy nous dire tout à l'heure, c'est pas de sa faute, il n'a fait que dire ce qu'on savait par ailleurs, qu'il va falloir discuter de la PPE, de la SNBC, du PNAC et de la SNB. La PPE, par exemple, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on doit discuter de quelques tout petits sujets. Les prévisions de consommation énergétique en 2030, 2040, 2050, les effets de l'efficacité énergétique, les effets de la sobriété, le mix électrique, tout ça, il va y avoir un créneau de discussion, c'est écrit dans les documents diffusés, un créneau de concertation qui doit prendre maximum 2 mois, probablement une partie en août-septembre, par exemple, qui est une bonne période. Tout ça n'est pas sérieux. Enfin, et ça, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est de dire que sur des sujets comme ça, on ne peut pas, vous ne pouvez pas en tant que chercheur, mais la démocratie ne peut pas non plus avoir une discussion équilibrée sur des sujets pareils dans des calendriers aussi scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. Une autre question ? Oui, bonjour, Emmanuel Gonzalez. Je travaille pour le centre de compétences Mosaïque, méthode et outils pour les sciences participatives pour le Muséum national d'histoire naturelle. Et je voudrais faire un petit retour d'expérience sur le sujet justement production de connaissances entre élus, citoyens et scientifiques. On a travaillé donc sur des projets avec des élus, avec des collectivités et des citoyens sur la co-construction de politiques publiques en passant par les sciences participatives, notamment sur des questions de biodiversité, d'extinction des lumières, mais aussi sur tout ce qui touche aux énergies renouvelables et la planification énergétique, qui sont des sujets, je dirais, complexes et qui sont des sujets à controverse. Et ce qu'on constate, en tout cas pour l'instant, on est vraiment dans les analyses, c'est qu'il y a des points extrêmement importants face à ces questions, je dirais, de complexité. C'est que d'une part, le fait d'associer, je dirais, des démarches scientifiques par rapport aux citoyens, c'est extrêmement fructueux parce que les citoyens montent en compétence sur ces sujets et ils sont outillés pour pouvoir, à côté des élus, je dirais, co-décider ensemble. Et ça instaure en fait une confiance qui s'inscrit en fait dans les deux sens. Et moi, je pense profondément que l'innovation, elle va venir des territoires et des personnes qui vont se mobiliser sur leur territoire, qui connaissent leur territoire, qui connaissent les enjeux de leur territoire et qui vont co-construire donc avec les scientifiques, avec les élus, donc sur les problématiques actuelles. Je peux réagir parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis souvent qu'il ne faut pas attendre que la loi autorise des projets innovants, parce que la loi est toujours en retard. Et en fait, c'est plutôt, il ne faut pas être hors la loi non plus, mais il faut être devant la loi. Un exemple typique, c'est la ville de Montsartou, par exemple, qui a fait la première régie municipale agricole et qui était devant la loi parce qu'il y avait, donc l'idée c'était de produire les aliments locaux pour nourrir les écoles. Il y a des problèmes sanitaires énormes. Donc quand vous faites ça, vous prenez des risques sanitaires. Donc là, vous étiez limite hors la loi. Mais par contre, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, Montsartou, c'est la ville démonstratrice pour le pays de la régie municipale agricole. Et c'est une approche de sciences participatives qui l'a permise. Donc en fait, c'est au niveau territorial. Donc c'est aussi une inversion d'ailleurs. C'est plus la loi qui autorise les initiatives, c'est les initiatives locales qui changent la loi. Oui, c'était comme les premières commissions locales d'information de suivi en matière nucléaire qui sont nées du participatif vers Dijon lorsqu'il s'agissait de fraiser les têtes nucléaires françaises dans un bâtiment secret défense, où les gens s'inquiétaient de savoir ce qui se passait là. Et il a fallu à un moment donné, il y a eu un espèce de brainstorming collectif et on a eu les premières expérimentations de ces comités. Oui, moi je suis complètement d'accord aussi avec ce qui a été dit, mais j'ajouterais qu'il y a peut-être une chose à faire venir, ou à faire circuler entre un niveau national et puis un niveau local, c'est les questions de méthode. Je pense en particulier à une méthode qu'on a développée, utilisée au moins 2 fois et qui marche très bien sur l'analyse des controverses. Le fait de dire que quand localement, vous l'avez dit, que ce soit sur des énergies renouvelables ou sur les impacts que ça peut avoir, c'est des sujets controversés.
quand on dit qu'un sujet est controversé, identifier qui qui soutient des points de vue différents et quelle est l'argumentation qui est derrière, ça suppose de la méthode. Et on sait faire, ça marche expérimentalement, et donc faire passer ces méthodes d'un endroit à un autre pour que chacun ne soit pas obligé de réinventer l'eau tiède à chaque fois, ça sert. Mais ensuite, effectivement, c'est des décisions et de la confiance locale, c'est pas des trucs venus d'en haut. Effectivement. La parole est à notre présidente du conseil scientifique de la FRB. Merci. Donc, je suis Ophélie Ronde, je suis chercheuse au CNRS à Montpellier. Et du coup, j'étais un peu intriguée par cette opposition entre optimisation et robustesse. Parce qu'en fait, dans les réflexions sur l'évolution, la biodiversité, l'écologie, il y a eu plein de débats sur qu'est-ce qui est optimisé par ces processus écologiques ou évolutifs. Et du coup, est-ce que la question, c'est vraiment d'opposer optimisation et robustesse, ou plutôt le problème, c'est simplement de demander qu'est-ce qui est optimisé ? Est-ce que ça ne revient pas à dire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est optimiser la robustesse ? Et du coup, c'est simplement que le problème, c'est pas l'optimisation, c'est qu'est-ce qu'on cherche à optimiser. Et du coup, effectivement, cette réponse n'est pas simple, ni dans le vivant, ni dans ce qu'il faut qu'on fasse dans les sociétés. Mais j'ai l'impression que c'est pas aussi, peut-être, cette opposition, elle n'est pas aussi caricaturale, peut-être, entre les deux. Alors évidemment, moi je caricature un peu là parce que c'est court, mais je ne dis pas qu'on va basculer du tout performant au tout robuste. Ça va être c'est probablement un peu comme la fièvre, où de temps en temps on s'autorise de l'optimisation très forte, mais c'est transitoire par contre. Ou je pourrais dire autrement, un requin, dans le biomimétisme, on prend souvent les écailles de requin comme de l'optimisation extrême parce que l'hydrodynamisme est incroyable et qu'elles sont striées, tout ça. Donc on pourrait dire le requin est très performant. Ben non, en fait c'est une simplification. Le requin, quand on prend tout son métabolisme et même les cellules qui font ces écailles si performantes, elles ne sont pas performantes. Ces cellules-là, leur métabolisme, il est robuste, mais il n'est pas performant. Donc en fait, c'est plutôt un dosage, quoi. C'est pour ça que c'est un équilibre à trouver. Mais pour moi, on ne peut pas optimiser la robustesse. En fait, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi faut-il à ce point s'accrocher à l'efficacité et à l'efficience ? Pourquoi on ne veut pas lâcher prise ? Aujourd'hui, dans le monde qui vient, je vais le dire autrement, on a tellement tout contrôlé, notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. Aujourd'hui, on rentre dans un monde qui va être très fluctuant. Dans un monde très fluctuant, il faut peut-être lâcher prise. Et donc, si on lâche prise, il faut construire sur les fluctuations. Et du coup, c'est plus de l'optimisation. C'est de la robustesse en général et de temps en temps de l'optimisation. Mais est-ce que c'est pas une façon de sortir de l'état de nature ? Tu as 30 secondes. J'en sais rien, là c'est trop large. Madame, dernière question. Bonjour à tous, donc Nathalie Gimnès, je suis docteur en sciences de gestion, donc dans le monde de l'écologie, donc j'interviendrai tout à l'heure et on parlera de RSE, je suis heureuse que vous en ayez parlé tout à l'heure. Juste pour rebondir, en fait en sciences de gestion, pour rebondir sur la question de la science et des politiques, en fait c'est développer ce qu'on appelle la recherche-action. Et donc, en fait, moi, je fais ce genre de recherche et les résultats se font en marchant. On est tous des acteurs impliqués sur les territoires. Donc, je reprends ce que vous dites. Les entreprises travaillent avec la collectivité, travaillent avec les politiques, travaillent avec tous les acteurs sur le territoire. Ils font émerger les solutions ensemble. Et en fait, la scientificité, elle est constructive, elle se construit en marchant. Et en fait, on n'est pas dans une recherche d'un dogme qu'on devrait mettre comme une lecture positiviste sur un grand dogme scientifique qui aurait valeur de vérité, mais véritablement dans des solutions co-construites en permanence qui contextualisent, et la science se construit en marchant. Et en fait, les critères de scientificité, c'est quand on arrive à faire les choses, quand tout le monde s'accorde, quand le consensus est écrit et que finalement les solutions émergent. Et donc, en fait, je pense qu'il faut aussi revisiter la manière dont se construit la science à l'aune des grands défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà. Bien, merci pour cette réflexion conclusive qui n'appellera pas de réponse. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci à nos deux intervenants. Encore. Et nous allons laisser la place. Il m'avait semblé au départ qu'au début était le verbe, mais finalement l'attribut du verbe arrive à la fin, c'est ça ? À vous.
oralement, ça devrait être bien. On va tester le micro quand même. 1, 2, 1, 2. Ok, cool. Bonjour à tous. Bonjour. Biodiversité. Recommandations. Originalité des discussions. Variété des interventions. Multiplicité des propositions. Technicité des solutions. On a tout écouté avec attention. De cette journée, les espions. On a tout noté avec précision. Pour vous proposer maintenant notre version. Notre prose, notre vision de vos prises de décision. Notre poésie, notre diction, sans crise ni dérision. Notre déclamation. De vos déclarations, voici notre artistique caution. Notre recherche-action. Notre science de gestion. Des mots, des expressions. Voici, pendant que vous parliez, ce que nous écrivions. La situation est critique. Mais la critique de la situation ne peut suffire. Alors, toutes ces recommandations, comment on s'en empare ? Quelle mise en application pour ne pas que cela empire ? Quelle clarification pour penser l'avenir sans peur ? Qu'est-ce que l'on peut faire pour ces espèces en extinction ? Qu'est-ce que l'on peut dire dans nos espaces de mobilisation ? Entre recherche et décision, entre action et démission, entre sérieux et dérision, entre douleur et rémission, il est temps de changer de dimension. Il est temps de ranger les dissensions, même si rien n'est simple, que les effets sont souvent d'annonce, que dans les faits souvent on renonce, qu'on peine à répondre aux questions, qu'on freine parfois face aux solutions. Quand dans nos différents champs de travail, on se regarde comme des épouvantails. Pourtant, nos différences sont une force, le début d'une solution, une amorce pour traiter les problèmes au corps de nos systèmes. Mais rassurez-vous, tout le monde se bouge pour la Terre. D'ailleurs, on en parlait encore ce matin sur France Inter. Oui, le discours se banalise, les énergies se canalisent, mais restent prises dans des grilles d'analyse. Oui, le rapport est tombé, mais l'on attend toujours ses remontées. On dresse le tableau sans pourtant recadrer. Mais comment y parvenir quand notre repère, c'est faire de l'argent au max et que notre père à tous n'est surtout pas Karl Marx ? Pourtant, aucune politique ne doit être marginale dans cette poursuite bien loin d'être triviale. Oui, gouverner, c'est prévoir, savoir prendre des résolutions, ne pas se perdre en dissolution, comme sur cette page. Rien ne doit être à la marge. Aussi, à ce micro, je m'organise pour défendre les micro-organismes. Face au plomb, je n'ai que ma plume pour jeter l'encre sur une mer d'espoir. À ce jour, parler est mon seul moyen. Aussi, je garde et garderai ce langage citoyen, espérant que chaque citoyen s'engage, enfin. On a beau dire, on peut brûler la vie par les deux bouts ou se brûler les ailes à parler de bio. On peut dire qu'on passe le monde au peigne fin ou qu'on peine à avouer que tout passera par la fin du monde. On a bio dire, on a bio faire. Est-ce que des plans bas carbone peuvent être tenus par des hauts fonctionnaires ? Est-ce qu'on peut penser les stratégies à travers des fiches actions et avoir des actions stratégiques dont tout le monde se fiche ? C'est possible. On a biodire, on a biosphère, fondation, recherche, plan d'action pour la recherche, ou comment imaginer imaginaire et le faire bien parce que la FRB veut le faire bien. Entre optimisation et efficience, bienvenue dans l'empire du côté de la science, où on peut faire des plans sur la comète, qu'importe le thème, où on peut créer des chemins pour aller d'un problème à un autre problème,
où on peut être au biotope de sa forme avec un caractère satisfaisant et le cœur nucléaire, où l'énergie solaire est toujours plus verte ailleurs et où la satiété civile ne manque pas d'acteurs. Ah oui, on a biodire, on a biofaire, passer du tout au tout à la toutologie d'un monde flou, mais surtout que la robustesse soit avec vous. Alors qui, comment, quoi ? Qui, comme moi, commente? Qui dit comment, quoi faire? Qui met des boules qui est-ce? Qui préfère jouer au qui est-ce? Est-ce toujours celui qui dicte qui est? On a biodire, on a biocifère, laissez-moi sortir mon joker. Même un peu biocentré sur moi-même, l'urgence n'est pas à l'effet de mode, elle est à l'effet de serre. Entre coupe de champagne et coupe budgétaire, la COP est pleine. On observe une montée en généralité, mais un niveau de compréhension en IP baisse. Et dans les hauts lieux, on pense aux effets leviers de l'éolien en vous disant que la science est utile, mais que votre contribution ne sert à rien. On a biodire, on a biofaire. Faudrait que Michel serre un peu la bride à faire jaillir des recommandations l'écologique. Entre têtes chercheuses, acteurs hégémoniques, collectivités low cost et sociétés civiles, j'entends déjà l'écolochisme. Si le monde est en transition, pour vous, j'ai les moins mauvaises solutions. J'ai les meilleures réponses aux plus mauvaises questions. On a biodire, c'est sûr, on a biofaire plus, ça urge et on n'y croit déjà plus. Il y a urgence et ça sonne comme une résurgence. Alors je me demande, qui est légitime? Qui légifère? Qui est légaliste? Qui est prêt à boire le calice? De toute façon, vous pourrez toujours sauter dans la piscine si vous vous relevez avec le sourire. Dans ce monde fluctuant, s'il s'agit de réenchanter les risques, n'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains, des parasites. Pourquoi? Quoi? Par qui? Comment? Quand? Pardi? Dans nos sciences friction, tous nos effets sont de rebond. On tente de bouger les lignes, mais ça ne change pas l'horizon. Quand on fait le point, il n'est que de fuite. Mais qui veut voir loin et penser à la suite évitera pour demain les parasites humains. La situation me stresse et pour l'évacuer, je m'attraque robustesse. C'est ma façon d'optimiser cet enjeu dans les rouages, tout ce qui me met en nage, quand même dans la photosynthèse, nos systèmes se plantent. Que peut-il encore pousser ? Axé sur la performance, on invoque la résilience, on invoque la résistance, utile, telle une lutte, ultime, tel un but, l'autonomie, l'utopie, qui dans mes mots résonne, car oui, l'artiste questionne. À part cultiver des champignons, vous proposez quelle solution ? Quel est le projet ? Notre projet ? Plongé dans des schémas politiques, comment ne pas boire la tasse ? Comment sortir de l'impasse et faire émerger l'éthique ? Comment trouver l'équilibre entre réalisme et utopie avec tous ces chevaliers de l'écologie, tous ceux qui croient ZAD, tous ceux qui ne trouvent pas la désobéissance civile, tous ceux qui défendent les couleurs d'une France black, bloc, blanc, bord, tous ceux qui à nous gouvernements font peur, ces écolos plus écolos que les écolos qui face à Jean-Marc se veulent les héros, tous ceux qui ne plieront pas pour leurs idéaux, même si souvent, en fin de partie, c'est Vini, Vidi, Vinci. Contrairement à l'aéroport de Paris, rien ne décolle vraiment par ici. Entre les pros et les antis, les discours restent de sourds. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus un cri, mais bien un appel au secours. Si l'on exagère, il s'agit d'un meurtre. Alors comment la science pourrait rester neutre ? Ainsi, quand tout sujet est politique, pour ma part, j'invoque les forces poétiques, révoque la collapsologie pour garder la foi et préserver nos droits.
c'est un devoir. Pour cela, je suis prêt à tout revoir. Alors, visons le bonheur universel. Sortons enfin, enfin de nos univers seuls. C'était... Ah. Merci beaucoup. C'était vraiment très extraordinaire, ce slam. On est très content de vous avoir pour clôturer cette matinée, parce qu'en effet, on va lancer la pause déjeuner, et Aziza a un peu de retard, donc on prendra son intervention après le déjeuner, donc à 13h45. On rapproche un petit peu, on écourte un petit peu la pause déjeuner. Donc je vous retrouverai tous à 13h45 avec Denis Couvet qui animera la deuxième partie de notre journée, en espérant que vous resterez à nos côtés.